Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Radio Pléiade, où nous allons parler finalement de Pléiadiens. Vous savez quoi? J'ai quand même le sentiment qu'on a raté quelque chose là, ça fait la 40e émission Radio Pléiade et c'est seulement la 40e émission Radio Pléiade qu'on se décide de parler de Pléiadiens. Franchement, il était temps qu'on corrige cela et hem et nous sommes le lundi 6 juin 2022. Donc pour les numérologistes, 666, et non, ce n'est pas le chiffre de la bête, mais plus le chiffre de la déesse. 666, en plus un lundi de Pentecôte, vous vous rendez compte? Paraît-il qu'un nuage de plasma qui est sorti d'une tache solaire nous est arrivé aujourd'hui pour nous donner le feu divin, comme le feu divin a été donné aux apôtres le jour de la Pentecôte. Donc bienvenue à tous et finalement je trouve que ce 6 juin 2022 est tout à fait approprié pour faire une émission sur les Pléiadiens. Voilà. Donc je suis Hervé Gaïa, je vous salue et on va faire un petit tour de table rapide même si Eric n'est pas encore parmi nous. Allez-y. Un, Bonsoir deux, à deux. tous. Oui, on est là, t'inquiète pas, on est là. Donc bonsoir à tous, moi c'est Cindy, l'hyperboréenne de l'équipe. Donc je suis très heureuse de voyager avec vous ce soir vers les Pléiades. Donc n'oubliez pas de suivre les chats aussi Révolution Vibratoire et Victoria Luminis pour réagir, poser vos questions, demander la parole, car c'est aussi ça, c'est de l'interaction entre vous et nous posterons au fur et à mesure des liens internet pour vous permettre de mieux suivre et d'orienter vos recherches. Et ce soir, on va voyager aussi avec des tachyons, n'est-ce pas Gwen? Ouais, merci Cindy. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Gwen du Jardin des Pléiades, la chambre à tachyon en Bretagne. Donc ouais, comme dit Hervé, c'est vrai qu'il était grand temps qu'on fasse cette émission. Voilà, après on ne détient absolument pas la vérité, toute la vérité sur les Pléiadiens. On va plutôt partager différentes informations et tout ça. Mais en tout cas, un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Et bonsoir à Sandrine. tous, je suis Sandrine, veilleuse des énergies de Gaïa et j'anime le canal Telegram Méditons ensemble pour la libération planétaire et je vous souhaite un très joli voyage vers les Pléiades. Merci à vous. Et puis on accueillera Eric lorsqu'il pourra se joindre à nous. Voilà. Et donc, et puis alors restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on aura une petite annonce à vous faire en fin d'émission. Donc voilà, c'est pour vous inciter à rester, mais ça peut être une occasion intéressante pour vous si vous restez jusqu'à la fin. Vous verrez tout à l'heure, je n'en dis pas plus. Donc faites fonctionner votre discernement. Comme l'a dit Gwen, nous ne prétendons pas détenir toute la vérité et rien que la vérité. C'est très important, surtout quand on parle de galactique, un sujet hautement controversé dans cette matrice, bien évidemment. Ceci étant, nous allons nous appuyer sur des sources d'informations que nous estimons plutôt assez crédibles. Alors vous allez nous dire, mais non, ils vont encore nous parler de Cobra. Oui, certes, Cobra est une source d'information très crédible, effectivement, pour parler de Pléiadien, puisqu'il se reconnaît lui-même comme étant une âme pléiadienne, incarnée dans un corps d'humain. Mais nous allons vous parler aussi d'autres sources d'informations, d'ailleurs même antérieures à Cobra, et notamment le fameux Billy Mayer. En fait, c'est un petit peu par lui que tout a commencé. Enfin, pas tout, parce que les Pléiadiens, ça fait longtemps qu'ils bossent pour nous, ça fait longtemps qu'ils nous accompagnent. Mais Billy Mayer, voilà, il a fait des observations nombreuses à partir de 1975 sur le territoire de la Suisse. Et vous allez voir, on va vous raconter un petit peu son histoire. Elle est passionnante parce que ça a complètement en fait crédibilisé le sujet et ça a donné une dimension nouvelle aux Pléiadiens et enfin voilà, au peuple des Pléiadiens et aux Pléiades en général. Donc voilà. Alors, on peut essayer de remonter un petit peu dans le temps avant de parler de Billy Mayer. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc bienvenue aux 75 participants sur cette émission Radio Pléiade où nous parlons donc des Pléiadiens. Donc on va remonter un petit peu dans le temps. Et alors, vous savez, on a une chronologie justement de l'histoire secrète de la Terre, notamment point de vue affrontement ombre-lumière depuis le démarrage. Cette chronologie a été publiée sur différents sites, notamment d'ailleurs sur le site d'Eric, sur le site Révolution Vibratoire, sur Prepare for Change peut-être, je ne sais plus. Et en fait, c'est une chronologie qui est très très intéressante avec justement tous les liens. Et
on a fait une petite recherche sur justement cette notion de civilisation pléiadienne pour voir un petit peu quand est-ce qu'ils étaient intervenus. Alors forcément, on n'a pas tout, on ne sait pas tout, on passe à côté de beaucoup de choses, mais ce qu'on peut y lire notamment, c'est qu'il y a 200 000 ans, je dis bien 200 000 ans, donc l'Atlantide était une civilisation mondiale, donc étendue sur la totalité du globe, qui a été guidée et encouragée par différents groupes de races cosmiques. Notamment, une aide pléiadienne a amené l'Atlantide à son apogée il y a environ 200 000 ans. Et oui, l'Atlantide est beaucoup plus ancien que ce que l'on imagine habituellement. Lorsqu'on on fait référence à l'Atlantide, de façon usuelle, on fait référence à la toute dernière période de l'Atlantide, la période décadente, la période qui a amené justement au déluge en fait. Mais en réalité, l'Atlantide est une civilisation bien plus ancienne que cela. Et voilà, donc une aide pléiadienne a permis d'amener la civilisation, enfin l'Atlantide, cette civilisation mondiale, à son apogée il y a de cela 200 000 ans. Alors on est bien d'accord, on est bien loin de l'histoire officielle. On est bien d'accord, et c'est pour cela qu'on vous dit, faites fonctionner votre discernement, vérifiez toutes les informations que l'on vous donne, passez-les au crible de votre être intérieur et de votre intuition. Et alors, si on se rapproche un petit peu dans le temps, il y a 15 000 ans. Par rapport à ça, je voudrais juste faire un pont. En fait, bon, là, je vais parler par rapport au contacté Cobra, mais il a passé l'information que la langue pléiadienne, et en fait, c'est la langue qui est venue au début sur la planète Terre également, quoi. Donc, en fait, les langues sur Terre se sont développées à partir de la langue pléiadienne. Donc, ça, c'est quand même hyper intéressant aussi de savoir. Carrément, carrément. Mais alors, toutes les langues de la tour de Babel seraient donc issues de la langue pléiadienne. Alors d'ailleurs, en fait, l'émission de ce soir, ça va être un débroussaillage, un dégrossissage du sujet justement des Pléiadiens et des Pléiades. Mais on aurait beaucoup de choses à dire parce qu'on a entre les mains justement le dossier de Billy Mayer dont nous allons parler, qui fait près de 3000 pages, avec justement l'alphabet pléiadien. Enfin, il y a énormément d'informations qui ont été collectées par le fameux Billy Mayer en 1975, bien avant Cobra. Et mais voilà, on a qu'une émission de 2 petites heures, on ne va pouvoir que dégrossir le sujet. Et alors d'ailleurs, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs, mais au fait, pourquoi on parle de Pléiadiens? On vous a pas dit ça. Pourquoi on vous parle de Pléiadiens? Eh bien parce que ce seraient des peuples, j'utilise intentionnellement le terme au pluriel, des peuples originaires de l'amas stellaire des Pléiades. L'amas stellaire des Pléiades, c'est quoi? C'est un amas stellaire qui fait près de 3000 étoiles. Il y en a 12 qui sont visibles à l'œil nu, et ces étoiles visibles à l'œil nu, d'ailleurs, en fait, en réalité, il y en a 7 qui ont retenu l'attention des civilisations anciennes, les fameuses 7 sœurs de la mythologie grecque. Et, mais en réalité, c'est un amas de 3000 étoiles, donc un amas assez conséquent, qui se trouve dans notre propre galaxie, en l'occurrence, et qui se trouve à environ 444 années-lumière de la Terre. Au temps de Billy Mayer, on pensait que c'était à peu près 500 années-lumière. On a précisé les choses depuis, donc à peu près 444 années-lumière. Alors vous allez me dire, mais alors, les Pléiadiens, pour venir nous rendre visite sur la Terre, il leur faut 444 années s'ils voyagent à la vitesse de la lumière. Mais comme vous devez vous en douter, les Pléiadiens et beaucoup d'autres civilisations galactiques ont développé des capacités de voyage interstellaire et intergalactique même, au-delà de la vitesse de la lumière, en utilisant les trous de verre, par exemple, en utilisant l'hyperespace. Et dans le film de Billy Mayer, je pense que, je ne sais pas si Cindy d'ailleurs tu as donné le lien, si ce n'est pas fait, en fait ce serait intéressant de le donner, donc il se trouve sur le site Lève le voile, un film d'1h40. Donc il nous explique, enfin en tout cas la Pléiadienne qui a rencontré Billy Mayer lui explique qu'il lui faut à peu près 7 à 8 heures pour se rendre de chez elle, donc la planète Hera, E2RA, jusqu'à la Terre pour rendre visite à Billy Mayer. Donc non, il n'est pas nécessaire d'avoir 444 années de vie pour rejoindre la Terre à partir du système des Pléiades. Et alors le système stellaire des Pléiades donc se trouve dans la constellation du Taureau.
dans la constellation du Taureau. Et la constellation du Taureau, comme vous le savez tous, c'est une constellation zodiacale. Et comme c'est une constellation zodiacale, les Pléiades sont visibles à la fois de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, suivant la saison. Et d'ailleurs, on peut, en fait, si vous faites des recherches, vous vous rendrez compte que les Pléiades ont joué un rôle important, un rôle symbolique important dans de nombreuses civilisations. Et notamment pour les Mayas. Chez les Mayas, en fait, ça constituait un événement annuel lorsque les Pléiades atteignaient leur zénith. Donc les Pléiades montent dans le ciel d'hiver, puis arrivées d'un moment, elles redescendent et au moment de leur zénith, cela constituait un événement chez les Mayas, comme pour nous, par exemple, la fête de Noël ou la fête de Pâques. Et les pré-Incas croyaient que leur dieu descendait des Pléiades. Et oui, et oui. Alors, on va donner, hop, voilà, on va passer en micro gris Eric. Bonsoir Eric, bienvenue parmi nous. Nous avons démarré cette émission sans toi. Bonsoir, merci de l'avoir démarré, il fallait de toute façon. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes, très belle émission encore. Donc, en fait, voilà, j'en étais finalement à parler, à repositionner le système stellaire des Pléiades, donc dans la constellation du Taureau. Et avant d'aborder d'autres aspects de la civilisation pléiadienne, et on n'a pas encore parlé justement de l'expérience de Billy Meyer, mais la constellation du Taureau, en fait, figurez-vous que à côté de la constellation du Taureau, vous avez une autre constellation qui s'appelle la constellation d'Orion. Et les 3 étoiles de la ceinture d'Orion semblent pointer du doigt vers Aldébaran, l'étoile principale de la constellation du Taureau, mais aussi vers l'amas des Pléiades. Et c'est pour cela que dans la mythologie, on retrouve cette histoire du chasseur Orion qui pourchasse les Pléiades, donc les 7 sœurs, les fameuses 7 sœurs dont nous parlions tout à l'heure, même si encore une fois, il y a près de 3000 étoiles dans l'amas stellaire des Pléiades. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez compléter là par rapport à ces aspects purement astronomiques et connexion avec les civilisations anciennes. C'est vrai qu'en fait, il y a énormément de civilisations en fait qui sont, enfin, de civilisations. On a parlé de la mythologie grecque, mais il y a aussi les Égyptiens, les Indiens, les Aborigènes, les Amérindiens. On se rend compte que dans toute l'histoire de différentes cultures à la planète, sur la planète Terre, tout le monde connaissait en fait les Pléiades. Et je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde connaît le mot Pléiade. Bon, il y a des fois, les gens disent « Ah oui, ça me dit quelque chose, mais c'est quoi exactement? Je m'en souviens plus trop. » Mais ce mot Pléiade, on sent qu'il est vraiment présent en fait dans la conscience collective. On voit qu'il a vraiment une importance assez forte en fait pour nous ici sur la surface de la planète, quoi. Absolument. Et alors, on va prendre un autre exemple de civilisation ancienne. Vous avez tous entendu parler du plateau de Nazca en Amérique du Sud, où il y a ces gigantesques représentations sur le sol. On y trouve d'ailleurs une araignée qui représente la constellation d'Orion. Tiens, araignée constellation d'Orion, par rapport à ce que vous avez entendu dans d'autres émissions, ça pourrait vous parler, puisque les forces sombres finalement sont originaires de la constellation d'Orion et ont beaucoup utilisé les araignées sur cette planète, des araignées non physiques. Et on y trouve aussi ce qu'on appelle un oiseau tonnerre. Et l'oiseau tonnerre, sur le plateau de Nazca, marquerait la place des Pléiades, d'après ceux qui ont étudié justement ces représentations du plateau de Nazca. Donc voilà, donc on le retrouve vraiment dans. Alors je pense qu'on pourrait faire une émission rien que sur le sujet de la connexion entre les civilisations anciennes et les Pléiades. Aussi, il est dit également que les pyramides d'Égypte, qui, si elles représentent les étoiles du bouclier d'Orion, mais souvenez-vous, Orion pourchasse les Pléiades, eh bien, elle serait également orientée d'une certaine façon par rapport au système stellaire des Pléiades. Donc voilà, donc il y a vraiment, il est fait référence dans le livre de Job également, donc dans la Bible, il est fait référence aux Pléiades. Donc il y a vraiment beaucoup de références par rapport aux Pléiades en général. Voilà. Donc on vous invite à aller faire ces recherches vous-même, c'est très intéressant. Et ça montre à quel point, pour tous ceux qui sont dans le déni justement par rapport à tout ça, par rapport à cette connexion présumée avec les Pléiades, de montrer à quel point finalement la civilisation terrestre a été connectée aux civilisations pléiadiennes.
Une réaction, éventuellement? Ouais, après, je fais un petit saut là. C'est vrai que bon, on n'a pas forcément de fil conducteur, c'est un peu au saut de ce qu'on raconte, mais du coup, en fait, quelque chose je dirais des phénomènes assez spéciaux se produisent à l'heure actuelle dont tout le monde entend parler. J'entends parler des Croc Circle et ça me fait penser en fait du coup à Stone Age. Tu parlais de Nazca, donc Stone Age que tout le monde connaît. Et en fait, c'est vrai qu'il est dit que du coup, en fait, ces apparitions sont faites en fait par des Pléiadiens au niveau de Stonehenge parce que c'est un portail d'insertion en fait pour les Pléiadiens. Donc même aujourd'hui, à l'heure actuelle, en fait, on a cette connexion qui est encore très très présente et que l'on observe régulièrement en fait. Et si je te disais, Gwen, que autour de Stonehenge que nous avons visité, il tourne en permanence des hélicoptères militaires, je pense que tu comprendrais à quoi je fais allusion. Complètement. Ouais, ça ne m'étonne pas du tout. Donc ça montre qu'il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, allez-y, tentez votre chance, posez des questions plus tard dans l'émission, nous verrons. Alors, moi je voudrais qu'on reparle justement de l'expérience de Billy Mayer, qui est complètement déconnecté finalement du Contacté Cobra dont on parle beaucoup. Et Billy Mayer, on l'a un petit peu oublié, pourtant c'est un petit peu l'expérience fondatrice par rapport à cette connexion, cette reconnexion avec la civilisation pléiadienne. Ah oui, j'en étais quand même à vous dire avant de faire j'ai fait une digression, excusez-moi. Oui, donc on a parlé d'il y a 200 000 ans. J'ai oublié de vous dire qu'il y a 15 000 ans, en fait, il était question de l'ordre de l'étoile qui est arrivé donc il y a de nombreuses années sur la planète Terre. Et il y a 25 000 ans, pardon, le véritable ordre de l'étoile s'est formé sur l'Atlantide il y a environ 15 000 ans. Pendant la quarantaine. Nous étions déjà en quarantaine il y a 15 000 ans, vous le savez. Et en fait, il a construit le Sphinx à ce moment-là. Et en réalité, cet ordre de l'étoile est connecté également à la civilisation pléiadienne. Donc ça, c'était juste pour positionner quelques jalons rapides. Un autre jalon rapide, 2600 ans avant Jésus-Christ, les Pléiadiens et les Syriens ont inspiré de grands philosophes et déclenché l'émergence de la civilisation grecque à partir d'un groupe appelé la confrérie de l'étoile. Nous y voilà. Et encore un petit jalon, encore... non, après on va passer dans l'époque moderne. On en reparlera tout à l'heure. Je pourrais juste quand même préciser que la quarantaine à cette époque n'était pas aussi hermétique qu'elle l'est actuellement. Je pense que ça, c'est très important de l'avoir aussi en conscience par rapport à tout ce qu'on va expliquer au fur et à mesure, que la situation actuelle n'était pas la même il y a 2000 ans et jusqu'à il y a 15 000 ans. La quarantaine, enfin, dans notre lecture, est vraiment devenue très hermétique à partir de 1996. Mais voilà, il y a un changement dans cette quarantaine, donc qui fait qu'il y a des situations qui ont pu se passer il y a 2000 ans ou il y a 10 000 ans, mais qui à l'heure actuelle, en tout cas dans la prise de quarantaine actuellement, ne serait pas possible, quoi. Très bien, merci à toi. Alors, Billy Mayer, donc qui est-il? C'est un Suisse, un monsieur, un barbu, qui a perdu son bras gauche, je crois. Alors, je ne sais plus s'il l'a perdu à la guerre exactement. Donc, finalement, il s'est installé comme paysan à la montagne, dans les montagnes suisses, je crois à 35 km de Zurich. Et à partir de 1975, je crois que c'était janvier 1975. C'est un monsieur qui faisait de la photo. Il s'est mis à faire des observations d'OVNI. Voilà, sans savoir exactement au début de quoi il ressortait, avant de faire justement sa première rencontre du troisième type finalement, avec une pléiadienne, en tout cas un personnage qui s'annonçait comme tel, qui se nomme Semjase. Alors ça se dit Semjase, Semjase, les Anglais ils disent Semjase, je pense qu'il y a sans doute plusieurs prononciations. Et donc, il a fait de nombreuses observations, ce qui a suscité l'intérêt des ufologues, et notamment l'intérêt des ufologues américains. Et en fait, partant de là, donc je vous renvoie à ce film qui est extrêmement bien fait, ce reportage des années 70, fin des années 70, c'est extraordinaire. Si vous voulez voir la mode de l'époque, c'est vraiment génial. Donc encore une fois, sur le site Lève le voile, vous avez 1h40 qui vous explique comment tout s'est passé cette histoire. Donc des ufologues viennent enquêter sur la véracité des observations d'OVNI de ce fameux Billy Mayer.
Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils viennent le rencontrer, ils collectent des photos, ils collectent des témoignages de Billy Meyer, mais d'autres observateurs, parce qu'il y aurait eu près de 30 témoins qui ont justement assisté à ces observations d'OVNI dans les montagnes suisses. Il y a eu des centaines de photos qui ont été prises, dont des photos qui sont encore utilisées aujourd'hui par le Contact Cobra lui-même ou par la communauté pour pouvoir illustrer justement le phénomène pléiadien. Et donc, il y a eu des films tournés en 8 mm et il y a, je crois, 3000 pages de notes donc à notre disposition qui sont finalement le reflet de l'expérience de Billy Meyer avec Sem Jazé, mais aussi, et puis toutes les informations qui ont pu être communiquées par Sem Jazé à Billy Meyer. Donc, finalement, un corpus de matière extrêmement important à la disposition de ces ufologues pour pouvoir étudier le phénomène. Alors dans ce film-là, donc ce qui est intéressant justement, c'est que donc ils sont rentrés dans une analyse, mais vraiment pointue et scientifique, véritablement scientifique. Ils ont fait intervenir des spécialistes dans tous les domaines, donc spécialistes de l'analyse photographique, spécialistes de l'analyse sonore pour justement étudier le son qui était généré par les soucoupes lorsque Billy Meyer justement les filmait. Spécialiste de l'analyse de matériaux parce que Billy Meyer a confié justement un échantillon métallique provenant de la planète Hera, au dire de Sem Jazé. Des spécialistes justement du mensonge pour voir. Ils ont passé Billy Meyer justement au détecteur de mensonges pour voir lorsqu'il s'exprimait et qu'il répondait aux questions pour savoir s'il mentait ou pas. Et tous ces spécialistes, on pourra rentrer un petit peu dans le détail de certains points, ces spécialistes se sont positionnés de façon tout à fait unanime que tout était vrai, que rien n'avait été falsifié. Ils ont été même jusqu'à faire des expériences. Vous savez, ils fabriquaient des soucoupes sur les modèles de celles qu'on trouvait sur les photos de Billy Meyer. Ils les suspendaient à une grande perche, ils la mettaient dans l'air avec un fil invisible. Ils prenaient des photos et puis ils faisaient l'analyse photographique derrière. Et ils voyaient bien qu'il y avait une différence entre les photos de Billy Meyer et les photos qui étaient faites avec une fausse soucoupe en carton-pâte, parce que justement, on n'avait pas la même profondeur de champ, les pixels s'exprimaient pas de la même façon, il n'y avait pas d'aura autour justement du vaisseau, parce que le vaisseau émet une certaine aura de par les phénomènes magnétiques que ça entraîne. Il y a un calage magnétique qui est opéré justement pour la matérialisation dans le plan physique. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ont été mais vraiment étudiées à la pointe par le bureau qui s'appelait Intercept à l'époque de Phoenix, vraiment des gens à la pointe, et ils en ont conclu que tout était absolument vrai. Donc voilà. Je ne sais pas jusque-là si quelqu'un souhaite intervenir là-dessus. Non, c'est ça, et c'est ça qui est justement incroyable, c'est que, parce que l'enquête, elle a duré plus de 5 ans, hein, si je ne me trompe pas, et c'est ça qui est spectaculaire, c'est que tu te rends compte qu'ils ont beau chercher, bon, ils ne cherchaient pas que ce soit faux, hein, mais toutes les recherches ont amené à cette véracité, donc je trouve ça assez incroyable en fait. Alors, il y a eu, les enquêteurs ont fait 20 voyages entre les États-Unis et la Suisse pour rencontrer Billy Meyer, pour de la collecte de preuves, de témoignages, etc., pour vérification, expérimentation, etc. 20 voyages. Donc, ça a duré effectivement des années. Et alors, pour vous donner juste un petit exemple, par exemple, ils ont étudié le son qui était dégagé par la soucoupe. Ils ont passé ça justement, donc ils ont confié ça à un spécialiste de l'analyse du son. Le spécialiste de l'analyse du son, il a entendu une grenouille qui coassait, une voiture qui passait par là, qui était absolument inaudible d'ailleurs à l'oreille humaine quand on écoutait la bande son. Et quand il a analysé le son de la soucoupe en question, il a dit clairement, il n'y a aucun son terrestre qui ne peuvent correspondre à ceci. Et d'ailleurs, quand bien même on aurait voulu générer ce son, l'électronique de l'époque, avec les types d'oscillateurs qui étaient utilisés à l'époque, n'était pas capable de générer justement ces variations de fréquence très spécifiques qui étaient observées au niveau du son. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple avec l'échantillon de métal qui a été donné justement à Billy Meyer,
aux scientifiques. Cet échantillon de métal, c'était un assemblage de cristal et de matière vitreuse métallique. Ils l'ont confié encore une fois à des spécialistes de l'étude des matériaux, et le spécialiste de l'étude des matériaux a dit clairement, nous, aujourd'hui sur Terre, nous sommes pas en capacité de produire ce genre de mélange à la fois cristallin et métallique. En plus, il y avait des traces d'usinage qui étaient visibles sur l'échantillon lorsqu'on l'observait au microscope, etc., etc. Donc vraiment, au niveau des analyses de photos, ils y allaient au pixel près, ils comptaient les pixels pour essayer de comprendre est-ce que l'image avait pu être superposée justement sur un fond de paysage suisse, et les spécialistes je dirais des fake news de l'époque, les spécialistes de la falsification disaient non, les photos sont absolument vraies, il n'a pas pu falsifier ces photos en aucune façon. Et alors, un chiffre pour la soirée qui va revenir, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7. Pourquoi? Parce que justement, quand ils ont fait ces analyses de pixels, quand ils ont essayé d'évaluer la taille de la soucoupe pléiadienne, et la soucoupe pléiadienne faisait environ 7 mètres. Pour ceux qui connectent l'information, nous vous avons parlé à plusieurs reprises du projet Contact Dish, le premier contact avec des galactiques positifs. Il a été dit qu'il fallait avoir un espace minimal d'environ 7 mètres sur 7 mètres, un espace privé pour pouvoir participer au projet Contact Dish. Il est donc vraisemblable que ce soit une soucoupe pléiadienne qui soit justement le premier contact premier contact officiel. On était sur des contacts effectivement avec Billy Meyer, un premier contact officiel et médiatisé et généralisé avec la civilisation pléiadienne. Alors c'est mon hypothèse, mais je trouve que le 7 mètres donné par Cobra et le 7 mètres donné par Billy Meyer, il est quand même une drôle de coïncidence. Donc voilà par rapport à ça. Alors, les enquêteurs, ils ont posé la question à Billy Meyer. Je pense que ça va faire réagir Eric. Ils lui ont dit, mais pourquoi vous? Pourquoi vous, Billy Meyer, c'est vous qui avez été contacté par Sam Jazz pour un premier contact extraterrestre? Et la réponse de Billy Meyer, elle est assez étrange. J'aimerais pouvoir éplucher le dossier de 3000 pages entre les mains d'Eric, là justement. Peut-être que ceci est documenté de façon plus détaillée pour pouvoir comprendre. Mais la réponse qui a été donnée, c'est par Billy Meyer lui-même, c'est, je cite, je sais comment contenir mes vibrations terrestres. Alors, donc je répète, je sais comment contenir mes vibrations terrestres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais mon hypothèse, c'est que tous les humains ne sont pas bons à visiter d'une certaine façon. Tous les humains ne sont pas prêts à accueillir un premier contact. Un humain qui aurait une grande instabilité émotionnelle, par exemple, un humain qui dégagerait une certaine puanteur aurique parce que très connecté finalement au bas astral ou à des choses très négatives, ne serait certainement pas contacté par des pléiadiens. Et donc Billy Meyer avait sans doute au niveau de son être, de son ouverture du cœur, de sa clarté aurique, avait sans doute les qualités qu'il fallait justement pour ce premier contact avec Sam Jazz. Et alors, un autre point qui m'a beaucoup amusé, donc, voilà, c'est pourquoi une femme? Pourquoi une femme pour rencontrer un homme? Et apparemment, la réponse qu'aurait donnée Sam Jazz, mais ça a vérifié, je vous invite à vérifier l'information, c'est que, en fait, face à une civilisation, pas préhistorique, mais primitive, face à une civilisation primitive, pour rencontrer un homme, il était préférable, pour la première fois, d'envoyer une femme pour que cet homme primitif, justement, fasse preuve de plus de compassion et de compréhension, plutôt que de tout de suite partir soit dans la fuite, soit dans la lutte, soit genre dans l'affrontement ou je ne sais quoi. Donc ils ont choisi intentionnellement une femme parce qu'ils savaient qu'ils étaient face à une civilisation entre guillemets primitive. Avez-vous le sentiment d'être des primitifs? Après, c'est vrai qu'il faudrait remettre dans le sens où c'est. Enfin, le mot primitif, je pense qu'il ne faut pas le prendre en termes vraiment de primitif, quoi, mais de remettre le contexte dans lequel on est. On est sous une quarantaine, dans une période d'involution, où la peur, on est dans un truc patriarcal et tout ça. C'est vrai que la douceur d'une femme est beaucoup plus facile, en tout cas, comme approche.
Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment remettre, encore une fois, le contexte dans lequel on est sur la situation planétaire à l'heure actuelle. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un, jusqu'à présent, souhaiterait intervenir par rapport à ce qui a été dit ou poser une question? Je ne sais pas, je vais encore vous dire quelques mots sur Billy Meyer et puis après on passera à d'autres choses. Mais l'histoire de Billy Meyer est véritablement passionnante et encore une fois, je vous invite à aller découvrir ce reportage. Il est vraiment passionnant. Pour ceux qui doutent, hein, c'est vraiment très scientifique l'approche qui a été faite par rapport à ces témoignages. C'est vraiment, quand vous avez connu l'histoire de Billy Meyer, vous ne pouvez plus douter. Alors il y a Didi qui souhaitait prendre la parole. Vas-y Didi, tu peux activer ton micro. Tu as levé la main. Bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Oui, je me posais la question de en 1975, c'était plus facile à percer le voile parce que là, apparemment, ils peuvent pas percer, ils peuvent pas venir. Donc je me demande enfin, je comprends pas comment là, à cette époque-là, ils pouvaient venir librement alors qu'il y avait quand même la cabale, tout ça. Donc je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Ouais, effectivement, c'est une très bonne question. Alors la situation planétaire, en fait, a énormément évolué et notamment dans la période moderne. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais alors en 1975, je vais vous ressortir ma chronologie. On est dans une période qui est très favorable finalement pour la lumière. Dans ma chronologie, je vais vous dire, voilà. Alors 1975, pour ceux qui nous suivent et qui suivent notamment tout ce qui est dit par le Contacté Cobra sur le mouvement Résistance, en fait, 1975, c'est la naissance du mouvement Résistance. Je cite, en 1975, pour survivre, un agent des services de renseignement pour nom de code Michael, donc fuyait les Illuminati qui lui poursuivaient. Il a réuni autour de lui un groupe de 12 agents afin de se protéger. Donc, alors qu'il était en fuite, ils ont découvert un labyrinthe de tunnels sous le métro de New York. Ils s'y sont cachés. Euh, Ils se sont regroupés là-bas. Ainsi est née l'organisation avec un grand O, ayant son centre de commandement principal sous le métro de New York. Et grâce à ce vaste réseau d'espionnage que Michael avait encore à la surface, il a contacté de nombreux agents qui ont combattu les Illuminati et ils ont rejoint l'organisation. Et c'était la naissance du mouvement Résistance. Donc la même année que Billy Meyer. 76-77, les observations continuent. De nombreuses cellules positives ont infiltré les 2 programmes spatiaux secrets, donc dans les années 70 en général, quand le mouvement de la résistance s'appelle l'organisation, ils ont réussi à infiltrer une cellule dans le programme Solar Warden, donc c'est un des programmes spatiaux secrets. 1977, si je ne me trompe pas, souvenez-vous de l'émission que nous avons faite sur l'incident Vrilon, donc le commandement Ashtar qui s'adresse à la population en piratant une antenne relais de la télévision britannique. Donc je vous renvoie à cette émission, très intéressant. Et 1977, les Pléiadiens ont contacté Cobra pour lui demander d'empêcher une guerre nucléaire. Alors là, je ne sais pas trop comment. Mais en tout cas, cette période-là, clairement, avant de rebasculer après dans une période sombre, est une période beaucoup plus favorable, avec plus de perméabilité au niveau du voile. Et je pense que les galactiques positifs ont la technologie pour franchir le voile. C'est juste qu'ils sont comment dire, ils sont monitorés en fait, ils sont sous surveillance. Ils sont sous surveillance permanente pour éviter justement qu'ils réalisent des contacts avec la population de surface. À l'époque, ça s'est bien passé parce que justement, sans doute, il y avait des moments de faiblesse de la cabale à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça pourrait se passer, mais voilà, on sait que le voile et tout franchissement du voile aujourd'hui est sous très haute surveillance. Mais on reviendra sur ces aspects de chronologie et encore une fois, c'est important d'intégrer le fait que la situation, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la situation a énormément évolué dans les dernières années, en fait, dans ces dernières années. Donc depuis, par exemple, les années 70 jusqu'à maintenant, ça ne fait que 50 ans, mais il y a eu plusieurs fois des renversements de situation dans les rapports de force entre les forces de la lumière et les forces de l'ombre. Donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaitait compléter par rapport à ça. En fait, pour compléter par rapport à ça, il faut revenir à l'année 96, l'année du grand oubli, où justement ils sont arrivés par le vortex du Congo et qu'ils ont vraiment là rendu ce voile très hermétique, que toutes les armes exotiques et autres étaient déjà sur la planète, mais en tout cas ils ont augmenté leur nombre. Et c'est vrai qu'avant cette époque-là, il n'y avait pas ce système de prise d'otage aussi fort en fait. Les bombes Topplet, tout ça. Donc
dans ces années-là. Et puis, en fait, il faut aussi savoir que, normalement, l'événement aurait dû arriver quelque part dans les années fin 90. Donc, on était vraiment sur une percée de lumière. Donc, toutes les choses affluaient justement vers ce renouveau qui arrivait. Donc, les contacter, les différents mouvements aussi à travers le monde. Dans les années 70, ça a beaucoup bougé, puisqu'on parle, c'est après 69 et tout. Donc, voilà, on sentait qu'il y avait vraiment un mouvement de lumière qui arrivait, qui malheureusement, comme disait Hervé, a été coupé en fait après 96, quoi. Alors, je vais vous redire quelques mots de Billy Mayer avant de passer à autre chose. Donc, vous allez me dire, ouais, mais Billy Mayer, finalement, vous nous dites que c'est dangereux d'avoir des contacts extraterrestres, machin. Eh bien, figurez-vous que Billy Mayer a connu beaucoup, beaucoup de désagréments à cause justement de ces contacts pléiadiens. On a tenté de l'assassiner, sachez-le, Billy Mayer, pour qu'il ne parle pas, justement, pour mettre un terme à cette histoire qui dérangeait finalement à l'époque beaucoup les forces sombres. On a tenté de kidnapper sa fille. À partir du moment justement où l'enquête avait véritablement été rendue publique, donc il y a eu beaucoup d'échos finalement dans la presse mondiale. Sans doute qu'à l'époque, justement, la presse était peut-être encore un peu moins aux ordres, peut-être qu'il y avait-il encore un petit peu d'indépendance. Et donc, on a beaucoup, beaucoup parlé du cas Billy Mayer dans la presse internationale, ce qui a amené énormément de monde, finalement, chez Billy Mayer, en Suisse, pour le rencontrer, pour vérifier, pour avoir la joie de serrer la main de quelqu'un qui avait rencontré un extraterrestre. Et en fait, ceci lui a causé beaucoup, beaucoup de problèmes, puisque en fait, sa maison devenait un véritable moulin. Il était assailli par des touristes et des curieux. Donc, en fait, ça a été vraiment, finalement, très difficile pour lui. Ça a été difficile avec son épouse. Ça a été difficile pour ses enfants qui étaient bien sûr ostracisés à l'école parce que voilà, il y avait beaucoup de moqueries, bien évidemment, pour les enfants de Billy Mayer. Et, mais en réalité, en fait, Billy Mayer, il avait fait une promesse à Sam Jazé. Il avait fait la promesse d'accueillir en fait, tous les curieux et de témoigner, de continuer à témoigner par rapport à ce qui s'était passé, par rapport à cette rencontre du troisième type et tout ce qu'il avait appris sur la civilisation pléiadienne. Donc malgré toutes ces difficultés, malgré les tentatives d'assassinat, d'enlèvement, les menaces et cetera, d'ailleurs à un moment il était sous très étroite surveillance avec des gens armés. Eh bien malgré tout cela, il a continué sa mission et il a, autant que faire se peut, il a accueilli. Alors je connais pas tout à fait la fin de son histoire, mais en tout cas, pendant de nombreuses années, il a continué à accueillir et à témoigner, par rapport, à ces contacts. Donc voilà. Alors et un autre élément que je voulais vous communiquer aussi par rapport à ça, c'est, finalement comment ça se passait ces rencontres. Et il nous dit des choses très intéressantes, c'est que parce qu'il en a fait beaucoup des rencontres. C'était des rencontres récurrentes. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il sentait un appel à chaque fois qu'une rencontre se préparait. Donc, comme il dit, il l'exprime par une sensation de fraîcheur sur le front avant la rencontre. Et il y a une espèce de contact télépathique qui se mettait en place et il recevait des ordres dans sa tête qui venaient le guider. Donc, à partir du moment où il sentait cette sensation de fraîcheur, il commençait à se préparer. Même avec, il prenait même une arme avec lui parce qu'encore une fois, il a été menacé. Il prenait sa mobilette et il suivait les ordres dans sa tête qui le guidaient juste à un certain lieu, pour le point de rencontre. Donc il avait aussi finalement, peut-être c'était parmi les critères de choix, pour pouvoir contacter un humain, c'était justement cette capacité qu'il avait de recevoir, des ordres, et des sensations télépathiques. Donc voilà, donc vraiment une histoire, passionnante, je vous engage à la découvrir, qui nous convainc tout à fait du phénomène extraterrestre et de la réalité justement de cette civilisation pléiadienne avec un dossier de 3000 pages de notes, de Billy Mayer qui est public aujourd'hui, que nous, peut-être, si on a le temps, on prendra le temps de l'étudier pour vous refaire une émission plus détaillée sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, l'histoire de Billy Mayer est vraiment extraordinaire. Alors On on a a Corinne Corinne aussi. Oui. j'allais le dire Hervé. Vas-y Corinne, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons, Corinne. Non? Si, bon, des fois vous Oui, é bonsoir. bonsoir? En fait, j'ai pas fait exprès, mais j'étais en train d'écrire une question, ça tombe bien. C'était au niveau
des Pléiadiens, est-ce que vous avez ou il y a des informations sur leur mode de vie, comment ils vivent, quoi, comment ils fonctionnent, euh, un peu comme nous dans la vie de tous les jours. C'est ma Eh partie, bien, Hervé, je crois. ah bah, écoute, alors, moi, je vais te laisser parler, Cindy. Je vais te laisser parler et je dirai juste un dernier mot avant ça. C'est que, figurez-vous que les Pléiadiens, SM Jazé, a proposé à Billy Meyer de partir, de s'échapper aux Pléiades. Et Billy Meyer a refusé. Et alors, moi, quand j'ai appris ça, je dis, mais non, c'est pas possible. Comment il a pu faire une chose pareille? Parce que finalement, on ne lui avait pas tout dit et on ne lui avait pas fait prendre conscience jusqu'au bout, finalement, de la difficulté de la situation planétaire. Et franchement, je me pose la question, moi, si demain, un Pléiadien me propose, ou une Pléiadienne me propose d'aller m'expatrier aux Pléiades, je pense, alors, on peut discuter des conditions, mais je pense que j'accepterai. Et je ne comprends pas comment il a pu refuser une chose pareille. Et donc, pourquoi? Parce que aux Pléiades, ça doit être une vie magnifique et idyllique, cette vie dont va nous parler Cindy. Cindy, tu as des éléments là-dessus? Ah ouais, encore vous faire voyager, vous faire rêver. Ah là là. Alors, les Pléiadiens, bien sûr, civilisation bienveillante, positive, donc des êtres d'amour et de lumière. Ils proviennent de l'évolution angélique qui est entrée dans cet univers dimensionnel en entrant par le portail du Soleil central galactique. Ils ont ensuite exploré la galaxie dans leur corps angélique de lumière jusqu'à ce qu'ils se soient installés dans l'amas d'étoiles des Pléiades qui a émergé du plasma dans le plan physique il y a environ 18 millions d'années. Alors, donc, ils ont ensuite exploré la galaxie et ils essayaient consciemment de densifier l'une de leurs planètes de plasma dans la matière dense physique et la planète a explosé. Et oui. Donc, ils ont voyagé, ils se sont un peu exilés. Et d'ailleurs, des fragments de leur monde d'origine explosé se sont dispersés dans toute la galaxie. Et certains d'entre eux ont frappé la Terre sous forme de moldavite. Et oui. Et un gros morceau de moldavite avec 144 000 encodages de lumière des 144 000 volontaires pour la mission de la Terre a été gravé plus tard dans un Graal sacré. Il y a plusieurs centaines de milliers d'années, les Pléiadiens ont appris que la violence ne résout pas les problèmes, et oui, ils sont passés un petit peu par les mêmes problèmes que nous, et ont décidé de ne plus participer aux guerres galactiques et se sont concentrés sur la construction d'une culture pacifique qui s'est développée sur des centaines de planètes dans l'amas d'étoiles des Pléiades qui forment la Confédération pléiadienne. Donc, ils croient en la beauté ainsi que l'harmonie et leur style de vie en est le reflet. Et physiquement, ils sont enveloppés un peu d'une lumière assez liquide. Ils s'entourent de beaux objets d'art, ils écoutent de belles musiques dans de bonnes fréquences. Ils vivent dans des villes de cristal qui brillent comme de minuscules cristaux de quartz au milieu de la verdure de la nature. Ils ont d'ailleurs un contact très étroit avec la nature. Beaucoup de leurs villes sont des lieux sous la Terre et sous les océans. Sur les planètes de l'amas stellaire des Pléiades, donc, les villes sont généralement réalisées grâce aux cristaux, à la matière cristal. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil et soutiennent leur corps physique avec un élixir spécial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Pléiadiens, ce ne sont pas des êtres de 3D vraiment comme nous, ils sont au moins en 4e dimension. Donc, c'est un mode de vie différent, une fréquence différente, une alimentation différente. Donc, les besoins physiques sont différents, évidemment. Alors, ils comprennent les secrets de l'immortalité, mais choisissent rarement de garder le même corps physique pendant plus de 1000 ans. Et oui, c'est pas nous, dans nos corps 3D, qui allons garder le même corps physique pendant ce long laps de temps. Donc, ce sont des êtres très positifs, joyeux et sensuels de caractère, évidemment. Et là, alors, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre, l'amour érotique est l'un des aspects les plus importants de leur vie et ils savent comment guérir avec cette énergie. Là, tu nous intéresses là. Vas-y, continue. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à nous qui vivons sur le principe des familles de sang, les bloodlines, eux, les Pléiadiens, ils sont basés sur les familles galactiques avec le principe des familles d'âmes. Voilà.
Donc, la population de surface doit être consciente que les Pléiadiens ont vraiment un modèle de société basé sur les familles d'âmes. Parfois, ils sont pleinement engagés dans une union sacrée exclusive avec leur âme jumelle ou leur âme sœur primaire. Oui, ils sont très galactiques, hein, c'est pas comme nous. Et parfois, ils forment des connexions polyamoureuses ouvertes qui sont basées sur l'amour de l'âme et la libre circulation de l'énergie sexuelle. Et les unions entre personnes de même sexe se produisent, mais elles sont libres de toute interférence archonte si répandue à la surface de notre planète, bien évidemment. Donc, ils ne font pas le métro, boulot, dodo comme nous, évidemment. Ce ne sont pas des êtres 3D aussi mentaux que nous, qui sommes assujettis aux contrats d'âme, aux implants, etc., parce qu'ils ne vivent pas dans une matrice. Donc, ils ne sont pas mentaux, ils vivent plus dans les énergies, l'amour inconditionnel, le chakra du cœur. Ils sont très basés sur le cœur. Et évidemment, leur relation entre eux dans leur société est différente de la nôtre. Mais je vais vous mettre dans le chat des liens pour vous expliquer ce que sont les familles d'âme, afin que vous compreniez bien ce concept. Car c'est un concept... Excuse-moi, Cindy, de t'interrompre, mais il me semble que, enfin, on est passé vite dessus, mais tu nous as bien dit que l'homosexualité existait dans la civilisation pléiadienne. C'est bien ce que tu nous as dit à l'instant. Il me semble, oui. Hein? Mais je n'ai pas plus de détails à ce sujet. Parce que, non, mais je me permettais juste de souligner le point, parce que c'est un point qui peut surprendre. Quelles sont les sources d'informations, en l'occurrence, là, que tu nous donnes? C'est les informations de Cobra qu'on a sur Prepare for Change et les différentes conférences de Cobra aussi. Très bien, merci. Non, mais c'est toujours utile d'avoir les sources d'informations. C'est pour ça que je vais t'ai les fait mettre dans le préciser. chat de toute façon, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, on en était où? Ah oui, voilà. Alors sinon, les Pléiadiens contactent la population de surface depuis des millénaires. Et oui, ils sont proches de nous, aussi bien niveau proximité que niveau contact. Afin de briser le statut de quarantaine de notre planète, et oui, ils ont contacté les femmes du Vril, donc les Vrilerinnen, la société Vril, pour lancer le programme spatial secret allemand, évidemment. Donc après que les forces obscures ont détourné le programme spatial secret allemand, et oui, c'était trop beau pour être vrai, les Pléiadiens ont sauvé les femmes du Vril sur la surface de la planète en 1945 dans un projet secret nommé Niemand bleibt hier, personne ne reste ici. Et oui, Hervé, comme tu dis, Billy Meyer a refusé l'offre, mais d'autres ont accepté l'offre de s'en aller, évidemment. Juste par rapport au programme spatiaux secret, moi je voudrais vous donner un élément de chronologie qui peut sembler très surprenant. Donc encore une fois, hein, la chronologie que vous trouvez là, sur Révolution vibratoire, 1820-1830, les Pléiadiens ont saisi l'opportunité d'introduire l'idée d'un programme spatial secret positif. Pour ce faire, ils ont contacté par télépathie de nombreuses personnes en Allemagne. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi l'Allemagne? Sans doute que les Allemands sont des meilleurs bricoleurs, enfin, ont une industrie qui était plus adaptée à cela, sans doute, les encourageant à commencer à construire leurs propres vaisseaux spatiaux. On a du mal à y croire. Alors là, on infuse des premières connaissances justement pour inciter au voyage spatial en 1820-1830. C'est quand même assez extraordinaire. Non, je voulais juste vous donner ce point-là qui me semble quand même assez intéressant. Je te laisse continuer, Cindy. À propos de contact, les Pléiadiens ont contacté le président Eisenhower en 1954, essayant d'empêcher une guerre nucléaire. On a aussi eu, en 1977, ils ont essayé d'empêcher une guerre nucléaire, et ça nous rappelle l'année de l'incident Brion d'ailleurs. Donc les Pléiadiens ont réussi à empêcher une guerre nucléaire, mais évidemment, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas suffi à empêcher l'invasion des Archontes en 1996. Et les Archontes ont même pu envahir brièvement l'amas des Pléiades entre 1996 et 1999. Donc on a pas mal de choses en commun, ils sont assez proches de nous dans pas mal de domaines. Et après la libération de l'amas d'étoiles des Pléiadiens en 1999 et la libération de la majorité des otages pléiadiens des bases militaires souterraines sur Terre, les Pléiadiens ont contacté Cobra fin 2021 et lui ont donné des instructions pour construire quoi? Les chambres à tachyons. Et oui, ils nous aident beaucoup, les Pléiadiens. Excuse-moi, je te corrige, pas fin 2021. Tu as fait une erreur. 2001, pardon. 2001, excusez-moi. 2001, voilà. 2001, excusez-moi, oui. Donc, pour nous offrir des technologies comme les chambres à tachyons.
Et oui, ils sont très impliqués dans la libération planétaire. Ils sont vraiment basés sur le service à autrui. Donc les chambres à tachyons, les codes pléiadiens, différentes technologies galactiques pour nous aider. Et oui. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de chambre à tachyon, mais peut-être que Eric et Gwen, là, vous souhaiteriez un petit peu revenir là-dessus, justement. En fait, qu'est-ce qui fait que c'est véritablement pléiadien, la chambre à tachyon, en réalité? Et puis, il me semble que d'ailleurs, dans un entretien qui a été fait sur les chambres à tachyon, il a été dit qu'il y a pas que des pléiadiens qui se retrouvent à l'autre bout là, de la chambre à tachyon, dans les vaisseaux médicaux. Il y a d'autres civilisations galactiques qui participent à ça. Ouais, en fait, les chambres à tachyon, elles ont été données. Enfin, en fait, il faut savoir, pareil, il faut mettre un peu les choses dans le contexte. Cobra a des contacts avec les Pléiadiens. Il est d'essence pléiadienne, ça veut dire que avant d'arriver sur la planète, je ne dis pas qu'il est arrivé pour cette vie-ci, ça fait déjà plusieurs incarnations qu'il est là, mais voilà, il vient vraiment il est d'essence pléiadienne. Donc, le dénommé Cobra est en contact avec les Pléiadiens. Mais par exemple, s'il avait été de source arthurienne ou d'autres civilisations, il aurait plus de contact avec la civilisation avec laquelle il a une essence, en fait, un lien familial, puisque c'est une famille pléiadienne. Donc voilà, avec ce contexte-là, en 2001, donc les Pléiadiens ont partagé les instructions pour construire des chambres à tachyon. Donc ces instructions sont données par les Pléiadiens. Mais effectivement, en fait, les chambres à tachyon, ça existe depuis des millions d'années. C'est-à-dire que c'est toujours très intéressant. Bon, nous, sur la planète Terre, ce qu'on recherche dans une chambre à tachyon, c'est qu'on se retrouve dans un espace où il y a une concentration d'énergie tachyonique, puisque malheureusement, ce voile absorbe l'énergie tachyonique. Donc, on a très peu d'énergie tachyonique sur la planète Terre. Et ces chambres à tachyon nous permettent d'avoir une concentration de cette chambre. Et en fait, les Pléiadiens ont donné l'instruction de cette construction de chambre pour qu'on ait accès à cette concentration d'énergie tachyonique, pour aider à harmoniser les êtres humains, à harmoniser les émotions, le mental, parce que l'énergie tachyonique aide à faire tout cela. Mais voilà, ça fait des millions d'années que ces chambres existent et plein de civilisations ont des chambres à tachyon. C'est-à-dire que même si après l'événement, par exemple, la planète Terre sera baignée d'énergie tachyonique, on aura toujours l'utilité d'aller dans une chambre à tachyon parce que c'est toujours très intéressant en fait de se retrouver dans une concentration d'énergie tachyonique. Donc c'est quelque chose en fait qui est utilisé par énormément de civilisations et j'imagine que chaque civilisation a sa façon de faire au niveau de la chambre à tachyon, quoi. Ok, merci. Eric, tu souhaitais peut-être intervenir là-dessus ou sur d'autres points, justement? Non, c'est bon, je suis entièrement d'accord avec ce que Gwen a dit. D'accord, ok. D'ailleurs, en référence, il est fait référence dans le reportage de Billy Mayer dont je vous parle, il est fait référence au tachyon d'ailleurs. Justement, ces particules qui voyagent plus vite que la vitesse de la lumière. Vous voyez, même dans les années 70, on en parlait déjà. Et d'ailleurs, on a l'impression que la parole était beaucoup plus libre justement par rapport à tout ce qui était conjecture extraterrestre, voyage dans l'hyperespace, etc. On a le sentiment qu'on était beaucoup plus libre d'en parler qu'aujourd'hui. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Alors, je ne sais pas si ça, par rapport, on a un petit peu dérivé, mais je ne sais pas si ça répondait à la question qui avait été posée sur la civilisation pléiadienne, mais il est vraisemblable que certains d'entre vous aient aussi justement cette nature profondément pléiadienne d'âme, et que vous êtes venus ici pour participer justement à ce grand affrontement ou ce grand jeu final, prenez-le comme vous voulez. Mais en réalité, ce que disait Cobra d'ailleurs en réponse à un entretien, c'est que qu'est-ce que ça veut dire avoir une âme pléiadienne? Ça veut dire en fait notre âme évolue depuis l'étincelle divine depuis des millions d'années et en fait après elle vit des expériences positive. En dehors de la matrice, elle vit des expériences justement dans différents systèmes stellaires. Et lorsqu'on dit avoir une âme de nature pléiadienne, ça veut dire que la majeure partie de son expérience, de l'expérience de Cobra, s'est passée justement dans des civilisations pléiadiennes. Mais ça ne veut pas dire qu'il a été pléiadien pendant les millions d'années d'existence de son âme.
voilà, il faut nuancer les choses toujours. On a tous vécu beaucoup d'expériences dans des systèmes stellaires, dans des incarnations diverses et variées, mais voilà, la majeure partie vraisemblablement dans un cadre pléiadien avec des familles d'âmes pléiadiennes. Alors, il y a Socha qui souhaite intervenir. Vas-y, Socha, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons. Tu as levé la main. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou quoi, mais en tout cas, Allô? j'ai vu une main Voilà, levée. ça y est, c'est bon. Bonjour. Oui, bonsoir. Oui, c'est vrai, bonsoir. Alors moi, j'avais une question, je vais faire vite comme ça, je perds pas de temps. Euh, Est-ce que les Pléiadiens ont un rapport avec le continent Mu et les Lémuriens? Parce que quand tout à l'heure Cindy parlait de leur sensualité, enfin un rapport avec la sensualité, ça me rappelle quand même énormément ce qu'on dit des Lémuriens. Alors, voilà, c'était une question. Est-ce que Cindy, tu sais répondre à la question? Non, j'ai pas plus de détails. En fait, dans la, je vais dire des choses que je ne maîtrise pas tout à fait, mais enfin, vous le savez, hein, dans ce qui est dit, dans la succession des civilisations, qui n'ont pas toujours été d'ailleurs sur les plans de plus haute densité. Donc, Cindy nous parle beaucoup d'Hyperborée, donc des civilisations très anciennes. La Lémurie est venue après l'Hyperborée, et après la Lémurie est venue l'Atlantide. Et on parlait tout à l'heure du fait que l'Atlantide, effectivement, c'est une civilisation qui s'est déployée finalement sur des centaines de milliers d'années. Donc, je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas sur quelle échelle de temps on est lorsqu'on parle de Lémurie, mais en tout cas, l'information qu'on trouve sur la chronologie, c'est véritablement l'implication des Pléiadiens sur la planète Terre semble être donc il y a environ 200 000 ans avec l'Atlantide. Est-ce qu'ils étaient déjà présents du temps de la Lémurie? Personnellement, je ne saurais pas répondre à cette question. Par contre, au niveau hyperboréen, à la base, l'Hyperborée est une civilisation multidimensionnelle. C'est pas qu'un continent physique, c'était un ensemble de civilisations extraplanétaires qui trouvaient aussi refuge sur la Terre parce qu'ils avaient perdu leur planète d'origine, etc. Ils étaient en exil ou ils fuyaient des guerres. Donc en fait, il y a dans les civilisations anciennes comme l'Hyperborée, l'Atlantide, etc., on pouvait trouver des gens qui venaient des Pléiades ou bien d'ailleurs comme les Lyriens, etc., etc. C'était tout un mélange. Voilà. C'était vraiment un mélange. Ok, merci. Donc, oui, Socha, autre chose? Non, rien, je voulais juste dire merci. Ok, merci à toi. Merci à toi. Est-ce que jusqu'à présent, justement, quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir pour poser une question, apporter une information? Est-ce que vous vous sentez profondément connecté justement à cette civilisation pléiadienne? Est-ce qu'il vous semble avoir une âme de nature majoritairement pléiadienne? Si c'est le cas, n'hésitez pas à intervenir, à partager votre expérience. Nous vous écouterons avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Après, c'est vrai que beaucoup de gens font toujours référence à la civilisation pléiadienne parce qu'on se rend compte au cours de notre histoire planétaire que c'est une civilisation qui a beaucoup interagi en fait avec la population terrienne, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'on décrit souvent en fait les Pléiadiens qu'ils ont un cœur profond, mais il y a d'autres civilisations en fait qui sont beaucoup moins parlées. Et en fait, je dirais chaque civilisation a des caractéristiques. Par exemple, les Syriens, on dit qu'ils ont des caractéristiques de joie, de liberté, de lumière. Donc, je pense que si on avait un vrai descriptif de chaque civilisation, peut-être que plus de gens se sentiraient connectés à d'autres civilisations plutôt que les Pléiadiens, parce que ça reste vraiment la grosse référence quand même actuellement sur la planète. Mais vraiment, je pense que c'est bien d'élargir qu'il y a beaucoup de civilisations qui sont également venues pour aider la planète. Il n'y a pas que les Pléiadiens et que chacune a une essence différente, quoi. Mais Et c'est voilà. moins connu que les Pléiadiens. Mais pourquoi finalement on insiste on parle beaucoup de la civilisation pléiadienne? Bah, parce que finalement, ce sont les galactiques positifs bienveillants qui sont les plus proches de notre humanité en réalité. Et donc, ils ont eu beaucoup de liens
avec notre civilisation. Il y a eu sans doute d'ailleurs des échanges génétiques. J'en aurais pas la preuve, mais j'en suis convaincu. Donc, nous sommes vraiment très très proches. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Billy Meyer, hein, quand on lui a posé la question, mais à quoi ressemblait cette extraterrestre pléiadienne du nom de Semjase? Eh bien, elle ressemblait à, c'était une femme comme une femme terrestre, même si elle est dans un plan de moindre densité, même si je dirais leur vie courante se fait plutôt sur le plan éthérique, leur corps de plus forte densité est plutôt éthérique que physique. Donc ça leur demande un petit effort de matérialisation pour descendre dans la densité qui est la nôtre. Malgré tout, ils ont vraiment la forme d'un être humain. Voilà, et sachant qu'eux, ils ne subissent pas l'oppression physique de tout ce qui est polluant, chemtrails, etc., que nous, on peut avoir. Donc forcément, ils doivent être en meilleure santé et en meilleures conditions physiques d'un être humain, mais ils ressemblent véritablement à des êtres humains. Et c'est pour ça d'ailleurs que ils jouent un rôle clé dans cette libération planétaire. On revient à notre dada, vous savez, hein, la planète Terre est une planète prison. Ils jouent un rôle clé dans la libération planétaire parce que finalement, c'est sans doute la civilisation la plus adaptée pour un premier contact. Si on commence par nous envoyer, je sais pas moi, une pieuvre avec des tentacules et des yeux rouges, on va peut-être pas les trouver très bienveillants et on va peut-être pas bien les accueillir. Si on nous présente pour un premier contact une magnifique pléiadienne bien roulée ou un magnifique pléiadien athlétique et bien musclé, je pense qu'on l'acceptera beaucoup plus facilement. Donc, plaisanterie mise à part, la proximité morphologique, génétique sans doute, et puis peut-être même par rapport à tous les échanges donc civilisationnels qu'il y a pu avoir, place la civilisation pléiadienne comme une civilisation privilégiée finalement pour le premier contact. Oui, complètement. Et je crois que Semjase, justement, avait dit à Billy Meyer que, après, voilà, il faut toujours remettre le contexte dans lequel je pense qu'elle elle une façon d'échanger avec Billy par rapport à qui il était, à sa connaissance, à la situation et tout ça. Mais en tout cas, voilà, il disait aussi à Billy que on avait des ancêtres communs avec les Pléiadiens. Donc voilà, c'est nos voisins, on a des ancêtres communs. On est fait pareil au niveau de la morphologie, tout ça. Donc tout ce condensé, en fait, fait que c'est vrai que c'est la civilisation la plus appropriée pour le premier contact et que tout se passe bien. Il ne faut pas que les gens soient effrayés, qu'il y a une reconnaissance qui se fait aussi. Parce que du coup, si on a des ancêtres en commun, donc ça veut dire qu'il y a aussi une reconnaissance qui va se faire dans notre fort intérieur. Évidemment, je parle une fois que le voile et la matrice vont être enlevés. Donc voilà, c'est tout un tas de paramètres qui font qu'effectivement, les Pléiadiens sont les plus appropriés pour nous contacter au départ. Alors, il y a des petites questions qui passent donc sur le chat. Donc, je vois donc Eni qui pose la question. Certains Pléiadiens sont-ils aussi dans l'intraterre? Oui, effectivement, il y a aussi des Pléiadiens dans l'intraterre. Vous savez aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, on a médité pour les otages qu'il pouvait y avoir aussi dans des bases souterraines, et notamment il y a eu des otages pléiadiens qui ont été faits par les forces sombres. Et à un moment, il était même dit que certains commandants, en fait, enfin des hauts gradés de la flotte pléiadienne, avaient leurs âmes jumelles qui avaient été prises en otage par les forces sombres, et ils les faisaient chanter d'une certaine façon pour justement jouer un jeu particulier de désinformation en utilisant des pléiadiens comme agents de désinformation, faute de quoi ils torturaient enfin leurs âmes jumelles. Donc en fait, il y a eu malheureusement, les Pléiadiens ont beaucoup souffert aussi de ce conflit entre ombre et lumière. Cindy évoquait tout à l'heure le fait que le système des Pléiades a été envahi en fait tout récemment. Il a été, alors je crois que c'était 80, alors 96, donc effectivement l'année du grand oubli. Donc à partir de 96, pendant une brève période de quelques années, les forces obscures ont réussi à contrôler la plupart des systèmes stellaires dans un rayon de 1000 années-lumière autour de la planète Terre. Donc ça, c'est tout récent, hein.
donc à l'exception du système Sirius. Pour quelle raison? Je serais curieux de savoir. Elles ont même réussi à envahir donc l'amas d'étoiles des Pléiades en 1996. Et alors la libération s'est faite entre 98 et 99. La flotte pléiadienne a commencé à réintégrer le système solaire donc en 1998 et le 17 mai, c'est précis, 1998, elle a reçu des parties du nouveau plan de l'ascension de sources supérieures. Début 1999, donc on est vraiment dans l'histoire toute récente, le commandement Ashtar a commencé à réintégrer le système solaire. La Confédération galactique a libéré les Pléiades en 1999. Et rappelez-vous aussi, c'est une information qu'on a déjà communiquée à plusieurs reprises, en août 1999, donc moment favorable pour nous. Voilà, il y a eu des moments défavorables. On parlait de moments favorables les années 70, le début des années 70, moments défavorables, très défavorables 1996 et les années qui se sont suivies, à nouveau favorables à partir de 1999. Donc, 14 août 1999, la majorité des 70 milliards d'âmes humaines non incarnées ont été évacuées en masse, donc, vers les vaisseaux mères d'Ashtar Command, puis transportés sur une certaine planète à la périphérie de l'amas d'étoiles des Pléiades, où elles ont commencé à recevoir des soins dont elles avaient grand besoin. Donc voilà, donc les Pléiadiens ont beaucoup souffert, ont beaucoup été impliqués dans cette guerre galactique et dans le soutien à la planète Terre et dans la libération à la Terre. Mais malheureusement, ça veut dire qu'ils en ont payé le prix, notamment avec comme vous l'avez compris, dans les années 96, les forces sombres ont même réussi à envahir le système des Pléiades. Donc voilà. Alors, des réactions jusqu'à présent par rapport à tout cela, par rapport à cette chronologie qui peut sembler bien étrange. Alors, on a BCH qui souhaite parler. Vas-y, tu peux activer ton micro, nous t'écoutons. Bienvenue. Oui, bonsoir. On m'entend bien là, ça va? On t'entend très bien. Super. Je m'interrogeais juste sur on parle souvent du 14 août 99. Si j'ai bonne mémoire, c'est le jour de l'éclipse totale de soleil qu'on a eue et je me demandais si ça avait un lien avec cette libération des âmes. Voilà, c'est juste une petite réflexion comme ça. Oui, c'était le jour où on était tous avec nos lunettes anti-UV à regarder l'éclipse totale de soleil, les yeux au ciel, là, le 14 août 99, c'est ça? Absolument, absolument et je me demandais justement si ça correspondait à une configuration qui facilitait peut-être cette libération, je ne sais pas. Ah j'en suis persuadé, tout à fait et je pense qu'on doit pouvoir retrouver la confirmation de cette information, dans les posts de Cobra, mais oui, pour moi, tout à fait. C'est ça, en fait, les alignements planétaires, les conjonctions, des choses comme ça, créent des portails énergétiques particuliers, qui peuvent faciliter des transferts d'énergie. Donc je pense qu'ils ont clairement utilisé ce portail pour évacuer les âmes de la planète Terre, oui, tout à fait. J'en suis convaincu. OK, merci. Une autre réaction, jusqu'à présent? Alors je sais pas, encore une fois, on dégrossit, le sujet. Il y aurait beaucoup de choses à dire, par rapport aux Pléiadiens, mais après vous savez, on a même l'alphabet pléiadien, avec Billy Meyer. Il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été faits avec Sem Jazé. Beaucoup de notes ont été prises. On a un alphabet. Je pense qu'on a même peut-être une ébauche de vocabulaire. Mais on va pas aller jusque-là ce soir. Mais voilà, je sais pas jusqu'à présent, est-ce que vous souhaitiez Ouais, intervenir j'aurais par une rapport à tout ce qui a été dit? Oui? ouais, j'ai une petite question. Excuse-moi, j'ai pas pu lever la main parce que mon micro était activé, en fait. Oui, c'est pourquoi, en fin de compte, venir aider une civilisation primitive, alors que, bon, voilà, ils sont tranquilles dans les Pléiades, tout va bien et j'imagine aussi que, comment dire? Oui, enfin, pourquoi venir aider une civilisation primitive comme la nôtre? Est-ce que ça avait une influence, tu vois, sur tout l'univers, par exemple, le fait qu'on soit complètement, soumis à la cabale ou voilà, c'était ma question. Merci. Voilà, et c'est formidable puisque la réponse est dans la question. L'enjeu de la libération planétaire, c'est un enjeu effectivement qui est universel. Hem
la Terre est aujourd'hui l'anomalie galactique et même l'anomalie cosmique à cause justement de ce bastion des forces sombres, donc qui va bientôt bien sûr céder. Mais c'est pour ça que les Pléiadiens et bien d'autres civilisations sont là pour aider à résoudre cette anomalie cosmique. Donc il y a un enjeu, voilà, il y a un enjeu effectivement qui est cosmique. Donc tout le monde se mobilise malgré toutes les souffrances que cela aura pu générer, donc chez les Pléiadiens ou chez d'autres civilisations. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans un live récent donc où on a commenté la mise à jour de situation planétaire. On vous disait justement que il y avait beaucoup de races alors, qui n'étaient pas forcément impliquées dans la libération planétaire ou dans les conflits avec les forces sombres, mais qui se mettaient en position, en fait, vous savez, ils s'installaient, ils ont leur billet de cinéma, ils s'installent, ils achètent leur popcorn pour voir un petit peu comment ça va se passer, pour assister justement à cet événement cosmique incroyable que va constituer la libération planétaire. Donc voilà, ça suscite beaucoup de curiosité dans tout l'univers, dans la galaxie, dans tout l'univers, et même les races cosmiques qui n'ont pas été forcément impliquées dans la libération planétaire, aujourd'hui s'intéressent à la résolution de ce conflit. Après, il faut aussi voir que c'est pas qu'une histoire de planète Terre, en fait. Bon, là, le mot primitif a été utilisé, mais je pense qu'il faut vraiment pas le prendre à proprement parler comme primitif. Il faut vraiment, quand je pense qu'elle disait ça, en tout cas moi dans ma lecture, ça me fait penser à ça. On est vraiment dans une période d'involution. On nous a vraiment réduit énergétiquement. Mais ce qui se passe sur la planète Terre, en fait, ça concerne tout le monde parce que une fois, on est le dernier bastion à l'heure actuelle. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est concentré sur nous. On se demande pourquoi les autres viennent nous aider. Mais en fait, il faut vraiment élargir notre conscience. On est sur un problème galactique, cosmique en fait, puisque la transition qui va arriver n'est pas que planétaire, elle est galactique et cosmique. Et il faut vraiment que cette anomalie qui est sur la planète Terre s'arrête pour que justement le reste de la galaxie en fait suive également. Donc il faut vraiment ouvrir sa conscience sur tout est relié, tout est en lien avec tout le monde et que en plus de ça, nous, malheureusement, on est devenu très individualiste avec notre propre problématique individuelle, mais eux, ils ont une conscience qui est pure, avec des échanges vraiment purs. Donc, quand tu sens quelque chose énergétiquement qui se passe pas bien, quand tu as une conscience qui est comme la leur, c'est-à-dire qui sont plus haut spirituellement élevés au niveau des vibrations, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire en fait. Mais c'est vraiment quelque chose de galactique. C'est pas qu'une question de planète Terre en fait. Absolument, absolument. Alors, on va revenir justement sur des aspects, on va dire plus médicaux. On se disait donc en lien avec les Pléiadiens. Donc les Pléiadiens, effectivement, donc sont impliqués dans le conflit avec les forces sombres pour la libération planétaire et plus globalement la libération de cette anomalie cosmique. Mais les Pléiadiens, donc, ils ont donc une proximité vis-à-vis de la race humaine. Et donc, ils sont particulièrement bien placés justement pour nous apporter des soins, sans doute aussi par rapport à cette proximité génétique. Et en fait, en réalité, c'est arrivé à plusieurs fois dans l'histoire. Alors, on parlait tout à l'heure des chambres à tachyon. Donc, les chambres à tachyon, qu'est-ce que c'est? Effectivement, ça va être une espèce donc, comment dire, de postes avancés qui permettent, par des technologies type trou de verre, qui communiquent avec l'au-delà du voile, qui permettent finalement à des vaisseaux médicaux de venir nous apporter des soins à nos corps énergétiques. Et dans ces vaisseaux médicaux, on va trouver beaucoup de Pléiadiens, mais aussi éventuellement d'autres civilisations qui peuvent accompagner justement une âme qui aura plus une dominante, j'en sais rien, syrienne ou lyrienne. Voilà. Donc, il y a un accompagnement d'autres civilisations éventuellement. Donc, à travers les chambres à tachyon, donc, les Pléiadiens participent à la guérison de la population à la surface de cette planète. Mais si on remonte un petit peu dans le temps, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé récemment, notamment avec l'épidémie de coronavirus. Vous vous souvenez, on a parlé de la grippe espagnole. Eh bien, figurez-vous que, d'après les infos du Contact Cobra, la grippe espagnole n'était pas très naturelle non plus comme épidémie, puisqu'elle a causé des millions de morts en 1918, donc à la fin de la Première Guerre mondiale. Et les Pléiadiens, ce seraient, d'après lui, les Pléiadiens qui ont arrêté la grippe espagnole en 1918. Donc, vous pouvez retrouver cette information dans un post de janvier 2020.
et au moment où on commençait à parler du Covid. Et les Pléiadiens sont intervenus aussi à plusieurs reprises par rapport à l'épidémie de coronavirus. Souvenez-vous de la technologie Stardust. Cette technologie, justement, cette nano-poussière qui a été, grâce à la proximité de certains vaisseaux, justement, de l'atmosphère terrestre, cette technologie qui a été répandue dans l'atmosphère terrestre, cette technologie Stardust, pour pouvoir faire muter les premières souches de coronavirus qui étaient particulièrement virulentes et mortelles vers une souche finalement qui était alors un petit peu plus virulente mais beaucoup moins grave, c'est-à-dire qui se répandait plus facilement mais qui était beaucoup plus bénigne en termes de conséquences. Donc, si on écoute le Contact Ecobra, les Pléiadiens sont intervenus pour la grippe espagnole, mais sont intervenus également pour l'épidémie de coronavirus. Et souvenez-vous des codes, de ces fameux codes pléiadiens. Je sais pas, Cindy, tu peux peut-être nous dire quelques mots vite fait, quoi. On en a beaucoup parlé, Ouais, mais voilà, on est en sur la effet. thématique médicale. Un des premiers qu'on a eu, c'était le Command PB Stardust contre les douleurs, y compris chroniques. Ensuite, on a eu le Command RCV Stardust qui élimine jusqu'à 75% du coronavirus et qui désinfecte dans une certaine mesure la zone dans laquelle on est. Et on peut l'utiliser aussi quand on est malade ou quand on a des symptômes d'une maladie pour être soulagé. On a aussi le commandement 771 pour nous guérir, pour permettre aux Pléiadiens de nous envoyer un faisceau de guérison pour La nous guérison guérir émotionnelle. Là, émotionnellement. on est. Voilà, la Voilà. guérison émotionnelle, ouais, voilà. Donc la guérison émotionnelle. Et enfin, et oui, le commandement 12-21 pour nous aider en cas de souci, pour se confier, pour communiquer avec notre équipe personnelle. Et oui, nous avons des équipes personnelles pléiadiennes et intergalactiques pour nous aider dans notre vie de tous les jours. Et on peut communiquer avec eux et leur demander de l'aide quotidiennement, n'est-ce pas Hervé? Donc, Oui. ouais, donc en prononçant 3 fois le commandement 12-21 à voix haute, 3 fois d'affilée, vous pouvez leur demander des choses, leur faire des requêtes, leur demander du secours. Vous pouvez aussi les remercier et leur confier vos soucis, évidemment. La guérison émotionnelle, c'est 3 fois d'affilée, si possible à voix haute pour plus d'efficacité. Commandement 771. Et ensuite, moi je l'ai fait à l'anglaise, donc le command RCV Stardust, donc le commande RCV Stardust, contre le coronavirus, des symptômes de maladie, désinfecter la zone dans laquelle on se trouve dans une certaine mesure, et le commande PB Stardust, antidouleur, même contre les douleurs chroniques. Voilà, donc n'hésitons pas, et il y a de multiples témoignages pour dire que ces codes sont efficaces, et ce sont des codes qu'on doit utiliser nous personnellement. Et on peut les utiliser plusieurs fois par jour ou par nuit. Ils sont toujours là pour nous aider, les Pléiadiens. Et oui, la lumière, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toujours basé sur le cœur. En fait, voilà, en tout cas, voilà, la Terre, vous le savez, a toujours été un lieu de guerre par procuration entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière. Et les Pléiadiens nous ont accompagnés justement pendant toute cette période très difficile. Souvenez-vous de ce que je disais en début d'émission, donc le retour des Pléiadiens après le grand déluge justement de l'Atlantide. Le retour des Pléiadiens, donc, il date d'il y a environ 15 000 ans, et leur soutien n'a cessé d'être présent à travers les âges, justement, pour insuffler de la lumière, à travers la philosophie grecque, pour nous apporter des soins, pour la grippe espagnole ou pour le coronavirus, ou pour aussi nous insuffler des technologies qui permettraient de favoriser le premier contact avec des civilisations galactiques. Alors justement, j'aimerais revenir un petit peu là-dessus. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Cindy, mais peut-être qu'on est peut-être passé un petit peu vite. Donc, je vous disais tout à l'heure donc que dès 1820-1830, donc les Pléiadiens ont saisi l'opportunité donc d'introduire l'idée d'un programme spatial secret positif. Donc positif, ça veut dire au service de la lumière et pour contacter des civilisations bienveillantes. Donc, suite à cela, donc effectivement, il y a eu différentes choses. Vous savez, les Allemands ont beaucoup développé les technologies. Alors, ils ont commencé peut-être par les montgolfières ou les ballons dirigeables, mais quoi qu'il en soit, c'était déjà justement apprendre un petit peu le vol. Et en réalité, donc, à partir de 1920-1930, donc
donc vous avez sans doute entendu parler de la société de Tulé, donc qui s'est transformée en société Vril, donc qui était une société secrète en fait, qui était positive, mais qui a été après infiltrée par l'ombre. Donc cette société donc développait un programme spatial allemand secret. Et alors, le groupe Chimère, vous vous souvenez, le groupe Chimère, on en a beaucoup parlé, donc c'est les super méchants dans l'histoire. Le groupe Chimère surveillait, bien sûr, donc le développement de ces programmes spatiaux secrets qui étaient insufflés par la lumière. Et quand ils ont vu que Vril, donc la société du Vril, avait un potentiel de réussite, donc la possibilité qu'ils construisent un vaisseau spatial opérationnel qui contacterait les Pléiadiens et établirait un premier contact public, parce qu'il y a eu beaucoup de contacts non officiels. Donc le groupe Chimère a décidé d'intervenir. Donc ils ont envoyé des factions Draco du Tibet vers un certain Haushofer, c'est un Allemand, donc qui est très proche d'Hitler, qui est alors revenu en Allemagne. Haushofer était en contact avec Hitler et c'est ainsi que les Dracos, les hommes verts, pas les petits hommes verts, mais les hommes verts, les Dracos, ont commencé à contrôler Hitler et Hitler a signé un pacte avec les Dracos et ils ont repris le contrôle des programmes spatiaux. Et c'est pour ça qu'après, justement, il a pris un virage vraiment négatif, le développement des programmes spatiaux secrets. Et c'est pour ça que les sœurs Vril, qui étaient à l'origine justement des programmes spatiaux secrets positifs, qui recevaient les informations finalement de façon télépathique, des informations techniques sur comment concevoir des technologies spatiales pour franchir le voile. Elles ont été évacuées vers les Pléiades, contrairement à Billy Meyer qui lui a refusé cette évacuation. Et alors, les Aldébaranais, une ancienne faction des Pléiades, a coopéré avec la société Vril en échange d'une promesse qu'il n'y aurait pas d'extermination massive des Juifs par le régime nazi. Et lorsque les nazis ont commencé à persécuter les Juifs, donc ils ont coupé tout lien avec eux en 1938. Bah oui, encore une fois, puisque les programmes spatiaux secrets allemands ont été, même s'ils étaient initiés par la lumière, ils sont passés sous le contrôle de l'ombre. Et ça, c'est un phénomène très très récurrent. Alors j'entends plein de notifications. C'est un phénomène très récurrent dans l'histoire de l'humanité où finalement la lumière essaye de pousser ses pions et ceci est assez, voire très habilement, récupéré par l'ombre, comme ceci a été fait avec les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, et comme ceci a été fait avec les programmes spatiaux secrets. Voilà. Donc après que les forces obscures aient détourné le programme spatial secret allemand, les Pléiadiens ont sauvé les filles Vril de la surface de la planète en 1945 dans un projet secret dont le nom de code est Niemand bleibt hier. Désolé, je ne parle très mal allemand. Personne ne reste ici. Et comme le disait aussi Cindy tout à l'heure, donc ça a continué en fait l'influence pléiadienne, donc avec la rencontre du président Eisenhower le 20 février 1954. Et ce n'est sans doute pas un hasard qu'aujourd'hui, donc la petite fille du président Eisenhower, donc que vous connaissez peut-être, qui fait beaucoup de divulgation, donc qui s'appelle Laura Eisenhower, donc qui est aux États-Unis, qui est très proche de Corey Goode, de David Wilcock et de toute cette sphère de la divulgation. Elle fait un énorme travail justement de divulgation sur les galactiques positifs, puisqu'elle a sans doute, dans ses histoires de famille, à travers son grand-père, le président Eisenhower, elle a sans doute entendu des histoires par rapport à cette rencontre secrète des représentants pléiadiens et du commandement Ashtar à la base aérienne d'Edwards. Voilà, donc ça c'était en 1954. Et alors, justement, on se disait, mais comment finalement les Pléiadiens peuvent être à la fois là et puis qu'on est dans une terre de quarantaine. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu finalement, donc il y a eu de la perméabilité. La solution a beaucoup évolué dans l'histoire et les Pléiadiens auraient réussi, d'après les informations, si on croit ces informations, à négocier avec les militaires négatifs, vous entendez bien, une négociation avec les militaires négatifs, l'autorisation de construire une base secrète sous l'île de Bora Bora en Polynésie française, à condition que son existence reste inconnue de la population de surface. Je ne sais pas si cette base est encore active à l'heure actuelle, mais souvenez-vous des informations récentes, notamment par rapport à tout ce qui se passe en Russie. Souvenez-vous qu'au sud de l'Oural, il y a une montagne très particulière, un petit peu comme
celle que l'on trouve dans Rencontre du troisième type, et qui est une base de rencontre entre les militaires russes positifs et les Pléiadiens. Donc, il existe toujours à la surface de la planète. Alors maintenant, le centre de la Terre et les bases souterraines, tout a été, tout le contrôle est maintenant tout est sous contrôle des forces de la lumière, pardon. Par contre, à la surface de la planète, ça reste encore ambigu, mais il existe toujours des bases pléiadiennes de contact entre militaires positifs ou négatifs, donc avec les sociétés galactiques, les civilisations galactiques et notamment les Pléiadiens. Donc voilà, donc beaucoup d'échanges à travers l'histoire, du médical, de l'idéologique, de la spiritualité, de la philosophie, de la technologie. Finalement, les Pléiadiens ont agi en silence à travers toute notre histoire depuis finalement le démarrage de la quarantaine. Et d'ailleurs, par rapport à, comme tu étais sur Eisenhower, il ne faut pas qu'on oublie quand même Poutine. À l'heure actuelle, c'est le seul homme politique qui a des contacts avec les Pléiadiens, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est le seul. Moi, je pense qu'ils ont aussi des contacts avec les Chinois. Je pense que tu pourras en parler d'ailleurs. Ouais, après, à quel niveau Niveau militaire, je pense que les Pléiadiens ont des contacts avec. Déjà, ils ont des contacts avec tous les pays qui ont des programmes spatiaux secrets. Donc, les Chinois, les Russes, les Américains. Ils ont des contacts avec les militaires positifs et certains militaires négatifs. Après, au niveau politique, effectivement, nous, ce qu'on dit dans notre communauté, ça peut sembler un petit peu ça peut sembler très perché, c'est qu'à un certain moment, effectivement, le président Poutine aurait été directement en contact, aurait subi une espèce d'initiation ou de briefing directement en contact avec les Pléiadiens, ce qui aurait finalement un petit peu transmuté ses côtés négatifs, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il semble beaucoup plus participer au jeu de la libération planétaire et de la divulgation, qu'à l'inverse d'autres pays comme les États-Unis. Voilà. Donc effectivement, le Poutine semble quand même jouer un rôle intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et le lien avec les galactiques positifs. Alors, des questions, des réactions par rapport à tout ça? Nous sommes à votre écoute. Aviez-vous conscience justement de cette influence pléiadienne à travers toute l'histoire humaine finalement, et ceci depuis la mise en quarantaine? Alors, en attendant que les mains se lèvent, je vais faire une autre petite parenthèse, qui ne seront peut-être pas du goût de tout le monde, mais il est un fait avéré qu'un certain nombre de contactés. Alors, il y a eu beaucoup de contactés à travers l'histoire. Des contactés sur le plan physique, sur le plan éthérique, sur le plan astral, sur le plan mental. Le contact peut se faire sur différents plans. Voilà. Billy Mayer était un contacté sur le plan physique. Cobra est un contacté sur le plan physique. Moi-même, je peux me dire contacté sur le plan astral par rapport aux Pléiadiens. Voilà. Bon, donc on peut être contacté sur différents plans. Ceci étant, il existe un certain nombre de personnes donc qui disent être en contact avec des Pléiadiens. Mais ce n'est pas toujours des vrais Pléiadiens. Vous connaissez la, la méchanceté et la comment dire, la ruse de l'ombre. L'ombre est capable, par rapport notamment aux abductés, je pense en particulier aux abductés ou aux personnes qui auraient pu participer au programme spatiaux secret, l'ombre a tendance justement à se présenter sous la forme de galactiques positifs et notamment sous la forme de pléiadiens pour des abductés ou des personnes qui ont travaillé dans les programmes spatiaux secrets, parce que c'est plus facile de faire passer la pilule. Voilà, pour dire les choses concrètement. Je ne vais pas forcément citer d'exemple, mais j'ai des personnes en tête. Donc, ce n'est pas parce que une personne va se présenter comme pléiadienne qu'elle est forcément pléiadienne. L'ombre, c'est utiliser des masques, c'est utiliser des ressorts divers pour se faire passer pour quelque chose qu'ils ne sont pas, et ils l'ont fait souvent parce que c'est aussi une façon vis-à-vis des abductés de leur faire croire quelque part que ce sont des personnes élues, pour leur faire mieux accepter les implants, pour leur faire mieux accepter les abductions et les expériences qui ont pu être faites sur ces personnes. Mais
Je ne crois pas me tromper en disant que les forces réellement positives n'implantent pas les personnes humaines. Les forces réellement positives n'abductent pas à l'encontre de la volonté de chacun. Sem Jazé a demandé à Bill Meyer s'il souhaitait être emmené sur le système stellaire des Pléiades. Et à aucun moment, ils ne l'ont forcé à monter dans un vaisseau. Il est monté dans des vaisseaux, d'ailleurs, à plusieurs reprises. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. C'est intéressant parce que les enquêteurs là, qui ont enquêté, donc ils ont fait 20 voyages en Suisse pour enquêter sur tous les dires de Billy Meyer, mais ils ont dit, mais finalement, pourquoi vous avez jamais pris de photo à l'intérieur d'un vaisseau? Nous, on aurait aimé avoir une photo de l'intérieur d'un vaisseau. Et Billy Meyer, il dit, bah, c'est pas faute d'avoir essayé, mais si vous voulez, donc à l'époque, il n'existait que l'argentique. Et à l'époque de l'argentique, bon, je pense que ce serait peut-être encore la même problématique aujourd'hui. Eh bien, comme il y a un fort rayonnement magnétique qui était émis par ces vaisseaux pour la matérialisation dans le plan physique, toutes les photos en fait étaient noires, ressortaient noires. Donc, il a essayé à plusieurs reprises de prendre des photos de l'intérieur d'un vaisseau, mais ceci n'a absolument rien donné, ce qui est bien dommage. Et parce qu'on aurait quand même de beaux témoignages aujourd'hui. Et moi, la question que j'aurais envie de lui poser s'il était encore vivant, à Billy Meyer, c'est mais pourquoi t'as pas photographié Sem Jazz, quoi? Nous n'avons que des dessins. On aurait bien aimé avoir une photo sympa de Sem Jazz. Et alors là, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas photographié. Peut-être qu'elle n'a pas donné son consentement à cela. Fin de la parenthèse. Tout ça pour dire que effectivement, vous êtes potentiellement des contactés dans le passé, dans le présent, dans l'avenir proche. Vous serez peut-être des contactés. Assurez-vous, par la fréquence de la personne que vous rencontrerez, par le rayonnement du cœur, assurez-vous que vous avez bien affaire à quelqu'un de réellement positif. Les Pléiadiens sont foncièrement positifs et doivent apparaître comme tels, sinon ça peut être effectivement une supercherie de races galactiques négatives qui se font passer pour. Voilà, je voulais faire cette parenthèse qui me semble tout à fait importante. Sinon, Hervé, depuis quelques mois, on a un décret pour avoir un premier contact positif avec des civilisations galactiques bienveillantes. C'est le décret pour le premier contact et l'intervention divine. Souvenez-vous, je décrète et je commande, ou je décrète et j'ordonne le premier contact physique avec des êtres galactiques bienveillants maintenant. Je décrète l'intervention divine maintenant. Et oui, après le projet Contact 10, qui est uniquement pour les propriétaires de terrain, qui est un décret silencieux, nous avons pour tous ce décret à dire à voix haute 3 fois d'affilée, tous les jours et plusieurs fois si on le veut, si on veut un premier contact, quel qu'il soit, avec une civilisation galactique bienveillante. Et ça se passe déjà au niveau des méditations, des rêves, ou dans des endroits dans la nature assez éloignés de la civilisation, ou des bases militaires, n'est-ce pas Hervé? Et Sandrine, je pense qu'elle peut nous confirmer que on l'utilise pas mal dans le télégramme Méditons ensemble pour la libération planétaire. Et on l'utilise quasiment tous les jours. Et on a le petit slide qui accompagne bien sûr et qui est publié plusieurs fois dans la semaine aussi. Très bien, merci de rappeler ce point. Donc j'attends toujours vos questions, vos réactions. Êtes-vous un contacté pléiadien, que ce soit sur le plan physique, éthérique, astral ou mental? Nous sommes intéressés par vos témoignages. Alors je vais vous redonner d'autres petites informations en vrac, mais qui sont intéressantes, qui ressortent justement des échanges qu'il y a pu avoir avec le contacté Cobra. En fait, alors par exemple, voilà, je vous les donne en vrac. Pouvez-vous nous expliquer la différence de caractéristiques entre les Pléiadiens et les Syriens? Donc la réponse de Cobra est la suivante. Les Syriens ont des caractéristiques de joie, de liberté et de lumière, tandis que les Pléiadiens ont un cœur profond. Donc voilà. Donc connectez-vous à l'énergie du cœur pour savoir si vous avez bien en face de vous un ou une Pléiadienne. Et un détail qui ne manque pas d'intérêt, peux-tu, Cobra, nous citer quelques noms de personnages publics sur Terre dont les origines sont les Pléiades et Sirius? Et Cobra répond, Mozart est originaire des Pléiades, Jean-Sébastien Bach, très probablement. Le saviez-vous? Voilà, donc vous repartirez avec cela peut-être ce soir après cette émission. Autre information en vrac, vous savez qu'il y a des prophéties autochtones, donc
sur les Indiens, donc des États, enfin de l'Amérique. Donc des prophéties autochtones parlent du retour des frères des étoiles. Quelle est la relation entre la population autochtone et les Pléiades? Et la réponse de Cobra est la suivante. Il y a de nombreuses races extraterrestres qui se sont incarnées en tant que peuple indigène américain. Beaucoup venaient du système stellaire Sirius et beaucoup d'entre eux venaient du système stellaire pléiadien. Et ils étaient conscients, donc les indigènes, les autochtones, ils étaient conscients de cette source de leur origine pendant de nombreuses incarnations, mais beaucoup d'entre eux ont progressivement perdu cette connexion, malheureusement. Donc voilà, toujours des choses très très intéressantes. J'attends toujours une main levée, Oui, une question, une réaction. Oui? j'aurais une petite question, personnelle pour, toi. Tu peux nous parler de ton contact plan astral, parce que ça donne envie donc voilà et puis comment tu fais pour distinguer le vrai du faux? Merci. Oui, bah alors en fait, si tu veux, j'ai complètement rendu public ce truc-là, puisque j'en ai fait un article sur Révolution vibratoire. Donc, Cindy, si tu peux retrouver le lien, ce serait super et le reposter. Redis le titre Et de d'ailleurs, l'article, s'il vous plaît. donc c'est j'ai rencontré un pléiadien et vous aussi vous le pouvez. Donc, ça répond tout à fait à ta question Ah, finalement quelque celui-là, part. d'accord, je vais le mettre. Ouais, ouais, j'ai voilà. Et en fait, c'était à une époque où justement ils formaient les âmes humaines en fait, mais de façon subliminale. Il y avait une espèce de, en fait, ils nous préparent, ils préparent notre âme dans notre sommeil sans qu'on ait forcément conscience. Ils nous préparent à plein de choses. Ils nous préparent notamment au premier contact. Et en fait, j'avais rencontré justement un pléiadien, un homme qui était sur une espèce de voilà, il était au boulot quoi. Et je suis tombé sur lui complètement par hasard. Et mais c'est vrai enfin, j'ai l'énergie particulière qui dégageait. Alors on les voit. Je sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, sur les images qu'on trouve des Pléiadiens, les représentations d'artistes qu'on trouve sur Internet, on les voit toujours habillés en bleu. Et c'est vrai que, en fait, dans l'astral, ils sont toujours dans une ambiance assez bleutée, avec des cheveux assez longs et flottants, puisque l'astral, vous savez, a beaucoup de points communs avec le milieu aquatique. Donc, et c'est et d'ailleurs, il s'est passé quelque chose au niveau cardiaque. Je ne sais pas si j'en parle en l'occurrence dans l'article, mais il n'y avait absolument aucun doute par rapport au caractère positif. Donc, j'ai eu une interaction avec ce pléiadien. Il n'y avait aucun doute par rapport au caractère positif. Et en plus de ça, mais franchement, les représentations d'artistes, elles sont justes. Je vous le dis, elles sont justes. Il ressemblait, mais alors, comme deux gouttes d'eau avec des représentations d'artistes que j'ai vues justement. Vous savez, on voit plusieurs pléiadiens, hommes et femmes, habillés en combinaison bleue. Donc voilà. Et, et un échange que je crois que enfin, je ne dis pas tout parce on garde des choses pour soi pour des raisons diverses et variées. Mais je pense que beaucoup, enfin, encore une fois, Cobra le dit lui-même, il y a énormément de gens qui ont été contactés, mais peut-être que justement, beaucoup sont contactés, mais n'en gardent pas la mémoire parce que ceci, moi, ça s'est fait dans le cadre d'un rêve conscient. Et en fait, les forces sombres, souvent, quand on a des contacts avec des galactiques positifs, elles essayent d'éradiquer la mémoire. Et notamment à travers les implants, le renouvellement des implants. Et il y a eu des programmes d'implantation assez majeurs qui ont eu lieu justement pendant la phase sombre récente de notre histoire. On parlait de 96-99. Mais, mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, tout redevient possible et vous pouvez, si vous en faites la demande, mais forte, avec votre être intérieur, vous la faites puissamment, vous pouvez participer au projet Contact Dish, hein, souvenez-vous du projet Contact Dish. Peut-être que Cindy, ça vaudrait le coup de redire quelques mots, mais très rapide sur le projet Contact Dish. Vous êtes aujourd'hui tous, mais vraiment en capacité. Il ne faut pas des capacités médiumniques ou quoi que ce soit particulière. Vous êtes tous en capacité d'avoir ce contact. J'ai, bon, je fais une petite parenthèse. J'ai participé récemment à une rencontre avec Jean-Michel Raoult. Je ne sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et en fait, lors de ces rencontres, souvent, il demande aux gens de faire une invocation la veille au soir avec des coordonnées géographiques pour donner rendez-vous à des extraterrestres. Alors lui, il précise pas positif. Bon,
mais donner rendez-vous avec des coordonnées géographiques le lendemain entre telle heure et telle heure. C'est des choses que vous pouvez faire. Moi, ma recommandation serait de vous dire, alors soit vous pouvez invoquer les Pléiadiens, soit vous pouvez invoquer des galactiques positifs, mais pas forcément n'importe quoi. Mais en tout cas, sachez que ça marche, parce qu'avec Jean-Michel Raoult, je peux vous dire qu'ils en ont souvent des observations de type OVNI suite à ces invocations. Donc, mais même sans aller jusque-là, nous allons vers un premier contact, nous allons vers une divulgation totale, nous allons vers l'événement de façon de plus en plus rapprochée, et donc ces contacts vont se multiplier. Donc, il faut même, j'ai envie de dire, les demander, il faut les exiger, il faut les demander, parce qu'à travers l'expression justement de cette demande, c'est ce qui va nous permettre de rendre les choses, de les matérialiser tout simplement dans le plan physique et de matérialiser l'événement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ne dites pas je ne suis pas digne de cela, ne pensez cela à aucun moment. Vous êtes tous dignes de cela et vous êtes tous en capacité de le faire. Voilà. Des questions, des réactions? Je vous laisse quoi? Alors, on a Idouna qui a levé la main. Vas-y, Idouna, tu peux prendre la parole. Nous t'écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Eduna. Alors moi, je suis régulièrement les travaux de Jean-Michel Raoult. Et en fait, Jean-Michel ne précise pas avec de bons galactiques, parce que pour lui, si nous sommes dans une position positive, nous ne pouvons rencontrer que des bons galactiques. Et par ailleurs, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de la planète, les négatifs sont en train de reculer et de se retirer. Et donc, de ce fait, les probabilités de rencontrer des négatifs, en fait, ne dépendent que de nous et de notre état d'être. Merci Idouna pour ton témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir par rapport à ça. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'invocation dont parlait Cindy tout à l'heure, elle est claire. Je décrète et j'ordonne le premier contact physique avec des galactiques bienveillants maintenant. Donc nous, dans l'invocation qu'on utilise, on veut éviter toute ambiguïté et on précise bien bienveillant. Mais je préciserai également bienveillant lorsque je vais l'utiliser. OK, super. Mais et ce que je peux vous dire aussi pour compléter la réponse, c'est que, les forces sombres ont encore le contrôle de l'atmosphère, de la surface, et donc, personnellement, hein, je dis pas ça pour me positionner en contre par rapport à Jean-Michel Raoult. C'est très bien ce qu'il fait Jean-Michel Raoult, mais les ovnis que l'on voit, que l'on a tendance à voir, et surtout si c'est des ovnis d'ailleurs sur le plan physique, en général vont plutôt être des ovnis sous contrôle de ce qu'on appelle, enfin nous les forces sombres, parce qu'ils ont encore la maîtrise des orbites basses et de la basse atmosphère et de la surface en fait, de la surface de la planète, mais plus pour très longtemps. Voilà. Par contre, des manifestations d'ovnis sous la forme vraiment lumineuse. Alors c'est vrai, j'en ai pas parlé tout à l'heure par rapport à l'expérience de Billy Meyer, mais et justement, il a fait l'expérience que les vaisseaux faisaient des sauts quantiques, c'est-à-dire qu'ils étaient à un endroit de l'espace, ils disparaissent et hop, ils réapparaissent à un autre endroit de l'espace. Et d'ailleurs, Billy Meyer recevait des décharges électriques, c'est ce qu'il raconte, lorsque le vaisseau faisait ses sauts quantiques. Mais je pense qu'avec le discernement qu'on a, on peut distinguer ce qui est un contact, enfin un ovni positif ou négatif. Et bon, il peut y avoir du positif dans le plan matériel, sauf que là, on est quand même dans une tension particulière parce qu'on est dans la fin du conflit. Donc, je pense que les contacts positifs à la surface de la planète à ce moment précis où je vous parle, le contact positif avec des êtres bienveillants, c'est chaud. Je pense que c'est chaud. Mais voilà, c'est jouable, tentez le coup et de toute façon, ça va basculer. On va basculer bientôt dans une toute nouvelle réalité et tous les négatifs seront éliminés de la surface de la planète.
Une question, une J'avais encore réaction? Oui? une autre petite question. Moi, je me sens profondément reliée de cœur, avec les Pléiades, vraiment fort. Par contre, j'ai vraiment, strictement aucun, comment dire? Contact physique, tout ça. Mais tu vas rigoler, mais j'ai acheté une moldavite en me disant que j'espère que ça va, pouvoir, tu sais, un peu comme un émetteur, améliorer, on va dire, la connexion. Et est-ce que tu peux, nous en dire plus, toi, ou Sandrine ou Cindy? Merci. Bah, ouais, Cindy, tu peux peut-être faire une recherche rapide. Hem, en J'ai fait, une moldavite aussi. ouais, J'ai on justement a une moldavite vas-y, vas-y, ouais. et je l'ai, depuis que je l'ai, on va dire, ça fait maintenant 8 ans à peu près que je l'ai pris celle-ci. Il est clair que je me sens encore plus, reliée par le cœur, en fait, et je sens leur présence un peu plus, profondément, on va dire. Voilà. Je suis certaine pour le coup qu'ils sont bien, bien, bien présents et pas si loin que ça, en fait. Alors il y a une autre pierre qui a été, conseillée par, le contacté Cobra, pour se relier au vaisseau mère, notamment au vaisseau mère pléiadien, c'est l'Egmarine. Donc, mais c'est pas tu pas du tout ridicule, Didi, au contraire, c'est tout à fait ça, hein. Cindy l'a dit tout à l'heure, la moldavite permet de nous connecter à la civilisation pléiadienne, absolument. Mais voilà, tu peux essayer également donc, l'Egmarine, pour le contact avec les vaisseaux mères, en même temps que en même temps que je te parle, je recherche justement la formation, qui avait été donnée, par rapport à ça, sur, ouais, je sais pas Cindy si tu peux la trouver, mais, il avait été question, de la moldavite, il est question d'autres enfin de l'Egmarine et d'autres pierres. La pierre Sintamani, c'est vrai que c'est une pierre de Sirius, mais en réalité, la pierre Sintamani, en fait, elle travaille sur notre connexion avec notre présence je suis, notre moi supérieur, et donc ça nous permet aussi de mieux communiquer avec les Pléiadiens, parce que notre présence je suis, justement, elle peut être en contact avec n'importe quelle civilisation. Alors voilà, elle n'est pas spécifiquement pour les Pléiadiens, mais en tout cas, elle y participe. Je ne sais pas si tu as aussi une pierre Sintamani, Didi, mais voilà. En tout cas, la Moldavite, c'est très bien. C'est très très bien. Sintamani, elle me quitte plus là. D'accord. Donc voilà, en tout cas super. Ben écoute, essaye, persévère, fais des invocations 3 fois, hein. Si tu fais une invocation par exemple avant de te coucher, fais ton invocation 3 fois. Donc par exemple, je te donne un exemple. Donc ben je décrète et j'ordonne, un contact, alors tu peux dire physique, éthérique, astral ou comme tu veux, en conscience, en pleine conscience, avec un pléiadien, un ou une pléiadienne ou un être pléiadien bienveillant, donc ben, par exemple cette nuit ou demain. Et puis tu peux donner un créneau horaire, pourquoi pas, et tu le répètes 3 fois. C'est toujours important justement quand on fait des invocations. Souvenez, hein, nos codes pléiadiens, on les dit toujours 3 fois. Donc essaye ça, essaye cette technique et je suis sûr que ça finira par donner quelque chose. Si. Alors d'autres questions, d'autres réactions ou d'autres apports d'informations, je ne sais pas. Alors Eric nous a encore quitté en cours de route. Je ne sais pas s'il est revenu. Cindy, Gwen, Sandrine, est-ce que vous souhaitiez apporter d'autres éléments justement par rapport aux Pléiadiens ou aux Pléiades? Eh bien, j'ai envie de leur dire un grand, grand merci déjà pour nous aider, à tenir le coup et à nous aider à libérer cette planète. Ils libèrent aussi, beh, certainement, des frères et sœurs qui sont incarnés aussi, donc et comme c'est la dernière planète qui est en quarantaine et encore prisonnière, on les remercie fortement, de leur soutien et de leur aide, et on médite pour la libération planétaire. Ouais, tout à fait. Je sais pas, Gwen, tu avais préparé des choses particulières, justement complémentaires en fait, ou Non, bah, de toute façon, c'est ce qu'on s'était dit, c'était un premier débroussaillage par rapport à tout ça. On a plutôt fait une idée générale de tout ce qui était. Il y a plein de petites choses sur lesquelles on pourrait retourner, mais dans l'idée, c'était quand même sympa de faire ce premier gros travail qu'on a fait là ce soir et qui est très riche, non? Donc, je trouve qu'on a fait un joli petit tour en tout cas.
Très bien, donc voilà, n'hésitez pas, on attend vos questions, vos réactions. Nous avons été, près de 115 personnes, sur, ce Radio Pléiade. Ah oui, c'est vrai, je vous avais annoncé aussi une petite annonce. Je vais tenir ma promesse. Mais en attendant, est-ce que vous aviez, donc voilà, une question, une réaction, un témoignage? C'est toujours intéressant, voilà. Je pense que, heu nous en fait, en réalité, nous avons tous, enfin, pour beaucoup, nous avons, des connexions justement avec les Pléiades ou civilisations pléiadiennes ou des civilisations apparentées, sans en avoir forcément une pleine conscience. La chance de Cobra justement, c'est d'avoir cette pleine conscience par rapport à cette connexion et même, le souvenir de mémoires passées. Mais, c'est ce qui est quand même un cadeau exceptionnel, mais c'est pas la chance, de tout le monde. Voilà. Donc non, je ne vois pas de main qui se lève. Alors je surveille pas le chat en même temps, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à me remonter des questions. S'il y a des questions qui passent par l'intermédiaire du chat, je n'arrive pas forcément à suivre le chat en parallèle. Alors, on va faire un oui, alors une petite annonce. Donc, nous organisons, une, rencontre mais confidentielle, une rencontre confidentielle, vendredi 17 juin, à Paris. Donc, avec, donc, Cindy, Sandrine, et moi-même, dans le cadre d'un repas, en fait, un repas, le soir, le vendredi 17 juin, avec peut-être enfin, on verra, peut-être une pré et une post rencontre. Donc, enfin, c'est uniquement du bouche à oreille jusqu'à présent, mais comme on s'approche du terme, il nous reste 5 places. Il nous reste 5 places pour cette rencontre, un peu confidentielle, mais on était obligé parce qu'on pouvait pas non plus rendre cela public. Donc si l'un d'entre vous est intéressé, contactez, l'un d'entre nous, donc, Sandrine, Cindy ou moi, par messagerie privée, pour que nous puissions interagir avec vous, pour voir donc, ce qui est possible de faire pour vous rajouter à cette, rencontre. Voilà. Donc, c'est dit, donc, c'est une opportunité intéressante. C'est aussi pour nous une opportunité très intéressante, bah, de sortir finalement du virtuel et de se rencontrer. Ça crée aussi des nouveaux liens, ça débloque, certaines énergies aussi et voilà, donc ça peut être une opportunité intéressante. Donc voilà pour l'annonce. Il y a une autre annonce qu'on pouvait faire, c'est, nous avons donc, bah, c'est après-demain déjà, une session de dissolution, des implants en français. Donc, ce sera exceptionnellement sur ma chaîne, donc sur la chaîne YouTube, Hervé Gaïa, puisque Margaret n'était pas disponible. Avec donc l'accompagnement donc, d'une chambre à tachyon, la chambre à tachyon donc de Châteaubriand. Donc n'hésitez pas à envoyer votre photo si vous l'avez pas fait et à dire que vous participez si vous avez déjà envoyé votre photo, si vous souhaitez participer à cette session de dissolution des implants. Je sais, ça vous saoule, et j'ai bien conscience que ce travail est très ingrat, mais ceci étant, c'est un travail qui est très utile et nous comprendrons sans doute bien mieux plus tard pourquoi nous avons fait cela. Mais en tout cas, je peux vous garantir que c'est un travail qui a porté ses fruits, et qui continue à porter ses fruits. Donc, voilà, je ne sais pas, est-ce que peut-être une dernière intervention, question? La radio vous est ouverte avant que nous ne terminions cette, séquence enregistrée de Radio Pléiade sur les Pléiadiens. Allez-y, c'est votre dernière chance mais je pense qu'on va quand même basculer en mode after comme on a l'habitude de le faire. Sandrine, Cindy, vous êtes prêtes à répondre à l'appel pour, basculer en mode after? Ah toujours. Oui, toujours. OK, super. Super, super. Une dernière question? Allez-y, ne soyez pas timide, sinon, si vous êtes timide, effectivement, vous pourrez toujours garder votre question ou votre réaction pour l'after. Bon, je ne vois pas de main qui se lève. Alors pour, lundi prochain, on ne sait pas encore ce que nous allons faire. Moi, sans doute que je serai dans les préparatifs justement de cette rencontre. Nous verrons, si nous faisons malgré tout une émission ou pas. On vous tient au courant sur les canaux habituels, donc n'hésitez pas
donc restez connectés. Et puis, ah oui, peut-être dernière petite chose, j'ai fait un appel à cotisation, enfin à financement participatif, parce qu'on voudrait upgrader en fait notre abonnement StreamYard pour passer en professionnel, en abonnement professionnel, pour nous permettre de streamer sur plus de destinations, et notamment pour pouvoir faire des lives qui pourraient être streamés à la fois sur YouTube, sur Facebook, mais aussi sur des canaux, enfin sur des salons vocaux de Telegram. C'est quelque chose que l'on peut faire. Donc voilà, donc on veut upgrader notre formule. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit appel à financement participatif sur Victoria Luminis. Je le remettrai parce qu'il doit être perdu dans l'historique, avec Tipeee. Et voilà. Et donc on vous remercie. Un petit mot de la fin pour chacun, puisque je ne vois aucune main qui se lève. Sans doute que vous avez votre content d'informations pour ce soir. Je vous donne la parole, les co-animateurs, co-animatrices, avant de terminer cette séquence enregistrée. Eh Allez-y. bien, un grand merci à vous tous pour cette soirée, en tout cas. Et puis, je vous dis à tout bientôt, certainement sur un Radio Pléiade ou autre chose. Très, très belle soirée et merci en tout cas. Merci, Gwen. Et merci à tous et toutes pour votre présence. Merci de nous aider à la libération planétaire. Et on tient la lumière. À tout bientôt. Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche, Sandrine. Donc, n'ayez pas peur des Pléiadiens. Au contraire, appelez-les. Faites l'appel pour le premier contact avec les civilisations galactiques bienveillantes pour nous aider à péter la matrice, comme on dit. Et on vous donne rendez-vous pour certains d'entre vous mercredi pour la session pour affaiblir les effets des implants primaires. Et d'ici là, bon voyage intergalactique pléiadien. Et oui, 7 heures, il faut à peu près 7 heures avec une petite soucoupe pléiadienne pour aller dans le système stellaire des Pléiades. Une petite soucoupe pléiadienne qui fait, vous vous en souvenez, à peu près 7 mètres de diamètre. Et donc, il vous faut à peu près 7 mètres sur 7 mètres dans votre jardin particulier si vous souhaitez participer au projet Contact Dish. N'ayez pas peur à invoquer ce premier contact physique positif avec les Pléiadiens. On vous conseille en tout cas de le faire. Vous ne serez pas déçus. Et merci encore pour cette émission. Je vais reposter une dernière fois le lien de ce reportage formidable de Billy Meyer qui fait un peu plus d'1 heure et demie, que l'on peut trouver donc sur le site Lève le Voile. Un grand merci à tous et restez sur l'after pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le peuvent. Et on vous donne rendez-vous à un prochain Radio Pléiade. Merci à tous et bonne soirée.